Rapidement, à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le vendredi 30 août 2019 et comme depuis lundi dernier, nous reprenons en notre compte ces missives signées Paul Mayel, adressées au délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Dr Fris Tonnet. Et dans le chapitre 5 que je m'en vais vous lire ce vendredi matin, qu'est-ce que dit Paul Mayel? Que dit Paul Mayel? Il dit, cher Dr Fris, c'est avec beaucoup de joie que j'ai reçu ta réponse à mes lettres hier. Quand j'ai vu ça, je suis d'abord entré dans un bar et j'ai bu une bière à ta santé parce que tu as lavé mon nom, Dr Fris. Il y avait déjà les gens qui disaient que je te force l'amitié et que je t'écris alors que je ne te connais pas, que je verse l'eau sur le dos du canard parce que tu ne me calcules même pas. Merci, Dr Fris, parce que tu as fermé la bouche de ces gâteurs de noms. Et Dr Fris, pour fermer bien leur bouche, il faut que les caterpillars soient là où tu as dit aujourd'hui même, hein, parce que si ils ne voient pas les travaux commencer aujourd'hui, ils vont encore dire que c'est comme ça, que tu parles souvent et tu ne fais rien. Docteur Fris, s'il y a un bar à côté de toi là, entre, tu bois un casier de ton goût et tu dis qu'on m'envoie la facture. Mais tu sais, Dr Fris, je ne suis pas naïf. Je sais bien que ce serait prétentieux de ma part de penser que c'est les deux petites lettres que je t'ai envoyées qui ont fait bouger les choses. Je sais que toi-même, tu pensais à ça depuis. Pour preuve, l'entreprise CRBC est adjudicataire de ce marché depuis l'année dernière. Tu avais seulement d'abord gardé ça dans ton tiroir, mais merci d'avoir sorti ça au moment de mes lettres. La coïncidence me convient très bien, mais tout le mérite te revient. Cher docteur Fris, tu sais aussi que chez nous en Afrique, qui dit merci en redemande toujours. C'est pourquoi je te supplie, docteur Fris, de bien regarder encore dans ton tiroir là. Il y a sans doute d'autres lettres comme celle que tu as publiée hier pour d'autres quartiers de la ville de Douala. Pardon, sors tout ça, même si je sais bien que tu ne peux pas tout faire en même temps. Pour finir, docteur Fris, je t'exhorte et j'exhorte à recommencer à faire des descentes comme tu faisais avant, parce que au moins là, nous-mêmes, on sent que tu es au courant de nos problèmes. Quand tu restes, toi, assis dans ton bureau à Bonanjo, on pense seulement que tu t'en fous. Je te laisse travailler, Dr Fris. Moi, je m'en vais à attendre l'arrivée des caterpillars au carrefour Cité des Palmiers. Excellent week-end, Dr Fris, et à bientôt. Signé Paul Mayel. C'est la 5e et dernière missive adressée donc au Dr Fris Tonnet, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, qui a annoncé, souvenez-vous, il y a une semaine jour pour jour que l'on commencerait les travaux qui vont aller de Carrefour Cité des Palmiers jusqu'au parcours Vita en passant par Total Makepe Cour suprême. Donc on voit très bien que là encore on s'est dit que cette coïncidence était curieuse suite aux lettres et aux missives à lui adressées par Paul Mayel, madame, monsieur. Donc on a tenu cette semaine à partager avec vous ces lettres-là pour dans un premier temps vous montrer l'état de la voirie urbaine et confirmer ce que nous disons et montrons sur cette émission et sur Equinox Télévision à travers nos différents journaux, comment la ville de Douala est totalement dégradée par des cratères, par le désordre urbain et par l'éclairage public inexistant. Donc il fallait pour nous vous montrer que ce que nous disons ici, ce que nous montrons à Equinox n'est pas des affabulations, n'est pas des choses sorties de l'imaginaire. Et donc, madame, messieurs, merci infiniment à vous de nous retrouver comme vous le faites chaque matin sur Equinox Télévision, la meilleure chaîne de télévision en ce moment au Cameroun. Je tiens à insister, à persister et à le dire encore ce matin. Alors, monsieur Bachou, cher Lamel, au rendez-vous ce matin, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier au Premier ministre, Chief John Gouté.
Un bonjour au SGPM, Monsieur Séraphin Magloire Fouda. N'y a-t-il pas lieu de revoir la copie de la commission d'agrément du livre? Telle peut être la question qu'on se pose aujourd'hui. Il y a quelques années, pour ne pas dire 2 ans exactement, le livre de mathématiques en classe de seconde coûtait 4 000 francs CFA. Dans l'implémentation du livre unique, on a dit qu'on devait vendre les livres moins chers. Très moins cher, les populations, les parents ont applaudi cela. D'où vient-il que sur le marché, la liste du livre étant présentée, la liste des prix des livres étant présentée à 5 000 francs pour le livre d'excellence en mathématiques pour la seconde, se retrouve vendu sur le marché à 5 500 francs CFA. Tous les livres pratiquement de la seconde coûtent excessivement cher. Pourtant, on nous avait dit que dans la politique implémentée par le chef de l'État, les livres uniques devaient coûter moins cher. Grande est la consternation de beaucoup de parents sur le terrain. N'y a-t-il pas lieu de voir de grosses complicités entre la commission d'agrément du livre et certains éditeurs? Non, mais c'est extrêmement grave. Ce que vous signalez ce matin, c'est une alerte qu'il faut faire, qu'il faut marteler, parce que ce n'est pas acceptable du tout qu'il y ait un discours officiel et que dans les faits, ce discours officiel-là ne se traduise pas. On ne peut pas continuer comme ça, Charles Hamel. Ça devient dans ce pays on se fout de la gueule des Camerounais. Et le drame même, M. Eric Fopoussi, c'est que j'ai été consterné personnellement parce que c'est moi qui suis allé acheter les livres et je me rends compte hier, M. Eric Fopoussi, que c'est à 5 500 francs. Je consulte la liste des livres, c'est 5 000 francs. Et puis, vous prenez même la liste, vous vous rendez compte qu'un seul éditeur, dans toutes les fournitures là, un seul éditeur a plus de 40 titres. Comment est-ce que cette commission travaille-t-elle s'il n'y a pas de complicité avec les autres éditeurs, M. Eric Fopoussi? En tout cas, ce qui est certain, c'est que Jean-Paul Commande, qui en est le président, et M. Marcelin Vunda et toi, ou professeur Marcelin Vunda et toi, qui en est le secrétaire exécutif, sont interpellés ce matin. Vous avez également interpellé la tutelle qu'est le premier ministère. Souvenons-nous que c'était une mesure de l'ex-premier ministre Philémon Nia en novembre 2017 qui instituait le livre unique comme étant la panacée. Je vous passe même des erreurs. Oui. On vous dit que Garoua se retrouve vers Yagua. Monsieur Rifopoussi, il faut regarder. Vous allez vous rendre compte que j'ai parcouru, vous vous rendez compte que même la carte du Cameroun n'est pas respectée. C'est étrange quand même, M. Rifopoussi. C'est étrange. Voilà. Je crois avoir envoyé cette image-là dans l'inbox WhatsApp de Karine Sontia sur ce plateau ce matin. Et j'attends toujours que vous me fassiez le retour, hein, parce que justement, vous me rappelez quelque chose, Charles Hamel. Alors, sur le plateau aussi, ce matin, Madame, Monsieur Karine Sontia est en place, droite dans ses bottes, fidèle au poste. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. En attendant l'image de ce cahier, on va commencer par le ministre des Travaux publics, son fils, le fils du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, qui est accusé par les internautes d'avoir acheté 3 hectares de terrain en Bankom au village d'une valeur de 45 millions de francs CFA alors qu'il n'avait que 25 ans et étudiant de profession. Alors là, c'est une profession étudiante. Alors là, profession, alors là. Dans le document d'achat, vous allez voir profession alors étudiante. Là, ce pays-là, alors là, c'est compliqué là. Je veux dire, à un moment donné, quand même, il faut qu'on se ressaisisse dans ce pays. Hein. Dans les grandes démocraties, même si ce ne sont pas des exemples comme toujours, on voit comment on fait des enquêtes. Il doit y avoir une enquête là-dessus. On doit savoir d'où provient cet argent. 45, quand on est enfant, 45 millions, on est étudiant. Est-ce qu'il est dans une université où on paye un salaire? Même si on paye un salaire, c'est combien le salaire? Non, il faut des enquêtes. On a vu avec l'affaire Jérôme Cahuzac, on a vu l'affaire François de Rugy du Parlement français, ministre de l'écologie. On a vu beaucoup d'affaires où la justice... L'homme qui a voulu nommer son fils PCA de la défense. Voilà, on a dit zéro, il y a une clameur sociale, on lui dit, mais c'est pas possible, un étudiant, voilà. Voilà, bon, Bengal, vous avez raison, d'accord. Voilà. Vous me permettez d'ailleurs de vous dire bonjour ce matin. Bon, Bengal. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Déjà, lundi, ce sera la rentrée scolaire pour l'année académique 2019-2020. Déjà, la Damawa et le Nord, selon nos confrères de l'Œil du Sahel, enregistrent déjà 8252 étudiants ou alors élèves déplacés. Si
l'Adamawa et le nord seulement jusqu'à hier était à 8253. Qu'en est-il de l'ouest, du centre et du littoral, vous pensez? Donc, je ne vais pas être alarmiste, mais peut-être que le nord-ouest et le sud-ouest ne pourraient plus avoir 1000 étudiants dans les deux régions réunies. Et peut-être encore que l'école se limitera à quelques établissements à Bamenda, à Beaube et à Limbe seulement. Donc, le nord-ouest et le sud-ouest, c'est des angores, c'est fini. Bon, vous savez quel est le discours de ceux qui semblent avoir les faveurs du discours officiel. C'est qu'au Cameroun, tout citoyen est libre d'aller et venir d'une région à l'autre. C'est ce qu'on nous a répondu. D'accord. Ça veut donc dire que... Dans ce que vous appelez déplacés internes, là, ils ne connaissent pas ça. Ils sont toujours ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce qu'on appelle déplacés internes. Mais sauf que les établissements scolaires dans la zone dite francophone n'est pas prêt à accueillir autant de gens. Bon, voilà, malheureusement. En tout cas, négation du fait, au final, au Cameroun, madame, messieurs. Alors, installez-vous, madame, messieurs, une fois de plus. Merci de nous rester fidèles sur Equinox Télévision. Place maintenant à la première articulation de cette émission avec l'histoire du jour qui est contée par vous, Dominique Audrey. Oyengelek, bonjour à vous et à votre foulard. Bonjour de mon foulard et bonjour de moi. Bonjour à vous, chers téléspectateurs à la maison. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Laure et de Florent. Laure et Florent envisagent de se marier dans les prochains mois, mais ils sont heurtés à une situation un peu complexe. Il y a 7 ans, Florent était le petit ami de la grande sœur de Flore. Ils sortaient ensemble et malheureusement, comme il n'était pas encore prêt à envisager le mariage parce qu'il n'avait que 25 ans à cette époque-là, il ne voulait pas encore se marier. Il a dit qu'il était jeune, il voulait encore vivre sa vie, il voulait voyager et autres. La grande sœur de Laure lui a dit ok, si tu n'es pas encore prêt, moi je vais me mettre avec quelqu'un qui est prêt. Donc la relation s'est cassée et ils se sont séparés. Il y a donc 5 ans. 5 ans sont passés, il y a quelques mois, Laure, la petite sœur de l'ex de Flore, s'est retrouvée en boîte de nuit et dans cette même boîte s'est retrouvé Florent. Ils se sont retrouvés. Ah, comment tu vas? Ça fait longtemps, 5 ans déjà. Gna, 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 gna. Oui, ils ont sympathisé, ils ont échangé les contacts et disons que ils ont rétabli la relation d'une certaine façon. Ils ont continué à se voir entre-temps, mais avant, je vais vous dire que la grande sœur de Laure s'est mariée avec un homme. Ils ont déjà un enfant. Donc, elle a refait sa vie de son côté. Elle a trouvé un homme qui était prêt à l'épouser. Donc, Laure a gardé le contact avec Florent, l'ex de sa grande sœur, et ils sont entrepris de se lancer dans une relation de couple. Donc, ils ont commencé à sortir ensemble. Et elle est donc allée voir sa grande sœur il y a quelques mois pour lui dire hey, est-ce que tu sais que j'ai rencontré le meilleur ami de ton ex là, Florent? Ah, le salaud là, le vendu là, un malchanceux. Vraiment, elle l'a traité de tous les noms. Donc, sa petite sœur n'a pas eu le courage de lui dire que en fait, c'est plutôt Florent que j'ai rencontré et je sors avec lui. Elle est rentrée. De l'autre côté, Florent est allé voir les parents de Laure pour se présenter et dire à ses parents qu'il était prêt à épouser leur fille. Donc, les parents ont validé la relation et ont dit qu'ils étaient prêts pour entamer les procédures. Il faut dire que lorsque la grande sœur sortait avec Florent, c'était en cachette. Donc, c'était pas officiel. Les parents n'étaient au courant de rien. Donc, cette fois-ci, les parents ont dit que d'accord, si tu veux épouser Laure, il n'y a pas de problème, viens avec ta famille et on va faire ce qu'il y a à faire pour ça. Laure est donc allée voir sa grande sœur cette fois-ci pour lui dire qu'en fait, c'était pas l'ami de Florent que j'ai rencontré, c'est Florent, on s'est mis ensemble et il est différent de ce que tu m'as dit. Il est aimant, il est attentionné, il a mûri et on va se marier. Et d'ailleurs, les parents sont d'accord. Sauf que sa grande sœur lui a dit que c'est impossible. Tu ne peux pas l'épouser, ça a été mon premier amour, c'est lui qui m'a décapsulé. Il n'est pas possible que je le partage avec toi de cette façon-là, comment ça va se passer, comment on va se regarder. Et c'était sa position à ce moment-là. Elle ne voulait pas du tout. Elle est allée jusqu'à voler le numéro du gars, l'appeler, le menacer et lui dire que je ne suis pas pour ce mariage-là. Aujourd'hui, Laure est butée. Elle ne sait pas qui choisir. Elle ne sait pas, est-ce qu'elle vit sa vie pleinement, ses parents ont donné leur option déjà, ou bien elle suit sa sœur. Mais le problème, c'est que sa sœur est très mariée, elle a un mari qui est très aimant, qui est bon, et elle a ses enfants déjà, mais elle ne comprend pas pourquoi sa sœur fait toujours comme si Florent lui appartenait. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on aime quelqu'un
qui était avec notre frère ou notre sœur. Moi, j'ai une question pour vous. Hein. Oui, monsieur. Ce que vous avez sur la tête là, c'est un foulard? Oui. C'est un foulard, d'accord. Je croyais m'être trompé. Vous savez, les femmes ont les noms de choses, donc il faut bien s'assurer que c'est bien un foulard. Parce que nous sommes habitués à des foulards avec d'autres tissus. Vous imaginez, donc j'ai dit, d'où ma prudence. Vous venez m'enquérir. Hein, de la véracité de ce que j'ai dit. C'est un foulard, d'accord, ok, merci. Il faut m'en citer pour ma propre culture. Voilà, ok. De couleurs différentes. Ok, d'accord. Alors, il y a une question qu'on doit se poser ce matin, et la question me semble essentielle, et ça paraît, et ça transparaît d'ailleurs, le caractère, le volet, la nature superficielle des relations que nous avons de plus en plus. On voit que les gens se mettent ensemble sans aucun projet d'avenir. Les gens se mettent ensemble parce qu'ils veulent se mettre ensemble. Les gens sont devenus aujourd'hui les adeptes du coup d'un soir. Les gens peuvent tourner une page et la refermer aussitôt qu'elles l'ont ouverte. Donc il y a ce caractère superficiel des relations aujourd'hui qui, moi, m'offusque énormément. Et dans ce registre-là, nous revoilà dans un contexte où les conséquences sont là devant nous. Nous voyons visiblement une famille et un monsieur qui n'a jamais considéré une personne se mettre avec sa petite sœur, et pour lui c'est normal. Pour lui, il n'a aucun problème. Du point de vue moral, il ne trouve vraiment aucun problème. Il me souvient quand même que dans la musique, depuis hier, je convoque des chansons au Cameroun. Il y a une chanteuse camerounaise qui a pignon également sur rue, qui a chanté Qui a bu boira. Je pense que c'est pas moi. Et parlant des ex d'ailleurs, moi je n'ai pas envie de la citer. Donc merci de la citer si vous voulez la citer. Donc voilà, elle a chanté Qui a bu boira. Donc on est dans un contexte où on n'est pas certain de l'issue de cette relation. On peut s'interroger sur le comportement de la grande sœur. Est-ce que derrière ce qu'elle veut mettre en avant, c'est le fait qu'elle soit sortie avant avec ce monsieur, ou c'est qu'elle veut préserver sa petite sœur du comportement roublard de ce monsieur, parce qu'elle peut imaginer que le gars, il y a des hommes comme ça, qui, dans les deux, non, il y a des hommes comme ça, qui attendent parfois, qui au début sont très mielleux, avec des paroles très mielleuses, et qui au fil du temps se transforment en caméléons et deviennent des diables pour ces femmes-là. On en connaît, des témoignages, on en reçoit au quotidien. Donc, peut-être que la grande sœur veut épargner sa petite sœur de cela. Ou bien, troisième hypothèse, qui n'est pas improbable, peut-être qu'elle est encore amoureuse de ce monsieur. D'ailleurs, je vais vous demander, c'est quoi la différence entre être marié et être très marié? Vous avez sorti ça tout à l'heure. Oui, ça veut dire qu'elle est engagée. Elle est vraiment en plein mariage, quoi. Oui, il n'y a pas de raison qu'elle regarde encore un homme genre. D'accord. Bon, on commence par votre commentaire. Non, ce genre de situation rentre dans ce qu'on appelle les exceptions. On a eu certains hommes qui ont épousé deux sœurs. Ils épousent la petite et la grande et la petite sœur, mais c'est des situations exceptionnelles. Vous avez évoqué un mot tout à l'heure justement qui encadre le lien de mariage. Vous avez parlé de la morale. Parce que il y a 4 dimensions qui sont liées 2 à 2. Il y a le cœur et le corps qui ont... Parce que le cœur produit le sentiment et le corps les ressent. Il y a la raison et la conscience qui, elles, développent ce que vous appelez les idées. C'est là où les idées naissent et qui encadre ce comportement moral. Parce que vous peut avoir la chaleur, parce que votre corps ressent la chaleur, mais récemment vous dites non, cette chaleur est bien, parce que ça va me donner les vitamines C, ça voilà. Oui. Vous voyez, et pourtant, comme peut avoir la pluie, vous dites, ou alors il fait frais, vous dites non, peut-être faudrait-il. Voilà un peu ce qui encadre les liens de mariage. C'est-à-dire, à ce moment, on ne reste pas lié au seul sentiment. Ou quand on les développe, finalement, la grande sœur deviendra la rivale de sa petite sœur.
pour rien. En fait, on peut dire pour rien. Imaginons même que c'est Florent qui épouse cette fille-là et elle aussi, sa grande sœur, est dans un mariage bien comme l'histoire nous dit. Il y aura toujours ces relents de tu as arraché mon mari. Et encore plus que sa grande sœur l'aînée dit, c'est son premier amour. Donc, tout à fait. Vous voyez, il faut donc lier tout ça. Il faut lier tout ça. Et il y a également deux choses qui encadrent. Ils ont dit, et là, c'est peut-être le gars, vous avez dit, il peut être un bandit en voulant dire, ta grande sœur m'a refusé, maintenant je passe par les parents. Est-ce que j'ai dit, ça rentre dans ce qu'on appelle secret de famille. Est-ce que ce secret de famille peut être contenu par les deux sœurs? Non, généralement non, ça ne peut pas. Il y aura une rivalité qui va naître pour rien. Apparemment, les deux sœurs s'aiment beaucoup. Donc, il faut donc intégrer ces données-là. Il faudrait que la petite sœur dise elle-même à ses parents que oui, ils aiment Florent, mais il avait entretenu des rapports avec ma sœur aînée. Voilà comment ces choses se font. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Je répète, il y a le cœur, il y a le corps qui sont les vecteurs du sentiment. Il y a le cerveau, dont la raison, il y a la conscience qui encadre le reste, qui encadre tout ça. Donc voilà les choses qui encadrent. Pour que précisément... Donc tous ces quatre-là doivent être en harmonie. Harmonie, pour que ça marche. Absolument, Oui. absolument. Parce que dans nos traditions, on dit que les coépouses, même si elles sont dans les bisbilles, elles doivent parvenir à écraser en utilisant la même pierre. Parce que vous savez, nous, quand on fait le mbongo, quand on fait le truc, on utilise la pierre. Donc, tout à fait. et c'est la cuisine de la femme, c'est pour ça qu'on appelle. Et pour les garçons, ils doivent parvenir à manger en utilisant la même cuillère. Donc, vous arrivez dans une situation compliquée. Vous avez à manger, il y a une seule cuillère. Est-ce que les deux frères peuvent manger? C'est-à-dire, vous mangez, vous remettez la cuillère à votre femme, vous mangez. Donc, ces choses-là sont encadrées. Vous avez voilà, les images, on les donne parce que effectivement, les deux sœurs ne peuvent pas contenir ces rivalités qui vont naître. Il faut intégrer la famille qui saura dans quelle mesure. Et si la grande sœur n'est pas prête à assumer cela, non, on n'accepte pas ce mariage. D'accord. Donc, ça veut dire que la vie de la grande sœur est déterminante. Est déterminante. Même Donc, si les parents sont d'accord? Je veux dire, les parents ne peuvent être d'accord que si la sœur est d'accord. D'accord. Maintenant, si les parents ont vu en ce garçon un enfant, je veux dire bien et tout, on peut ramener, disons, pour devoir de ramener la sœur aînée en lui disant non, ma fille, tu veux, nous on ne savait pas, c'est vrai, mais c'est qui a fait que vous ne vous êtes pas mariés, le gars n'était pas prêt et tout, mais voilà, donc il y a des formules qu'on utilise pour ramener la sœur a dit, bon, c'est passé. D'accord. Ça veut dire que, bon, je n'étais pas, mais comme on dit souvent, comme en utilisant le terme de Audrey, je valide. En utilisant que voilà. D'accord. Parce que ça va imprêter aussi ce que vous avez dit. Est-ce que son mari sera au courant que le mari de la petite sœur avait, voilà. C'est tout ça qu'on met dans le pas et absolument. On gère. Alors, moi, Dominique Audrey, c'est pas de l'acharnement, hein, je reviens vers vous pour votre commentaire, mais vous avez le talent et le génie de nous sortir de votre gibecière des formules quand même qui pas qui nous choquent, mais qui nous impressionnent. Décapsulé. J'ai dit, moi j'entends décapsulé. Alors, il me semble que lorsqu'un homme, je ne sais pas, je pose la question vraiment de manière sans arrière-pensée. Lorsqu'un homme est le premier amant ou le premier partenaire sexuel avec des fleurs, oh là là, mon Dieu. Alors, monsieur, faut continuer. Laissez les filles avec leurs expressions. Ne trompe pas dedans. Laissons-les avec leurs. Je ne suis pas au bout de mes surprises. Voilà, on a fini là-dedans. Elles ont un vocabulaire. Laissons-les avec leur vocabulaire. Lorsqu'un homme fait ça, certaines personnes disent que les femmes n'arrivent pas à oublier ces hommes-là. Est-ce que c'est vrai? Bon, elle n'arrive pas à oublier. Oui, c'est vrai, parce que c'est une période, je ne sais pas, je vais donner les détails. Hein, parce que c'est un moment qui est unique. Calmez-vous, je ne vais rien dire de repréhensible. D'accord, ok. Je me calme. C'est un moment
beaucoup passent par la douleur à ce moment-là. On vit des choses qu'on ne vivra plus jamais. Donc forcément, on ne peut pas oublier cette personne-là. C'est un moment, je ne sais pas s'il veut dire un moment déterminant, mais c'est à ce moment-là qu'on devient femme, généralement. Donc on ne peut pas oublier l'homme qui nous a rendu femme. Ben maintenant, en termes de sentiments, c'est pas important, ouais. hein, vraiment. C'est lui qui m'a décapsulé. Parce que la bon, conscience et la raison viennent maintenant encadrer le reste. C'est juste ça, parce que c'est lui qui était le premier, c'est tout. Mais pas de sentiment. Vraiment, généralement, quand c'est fini, c'est fini. D'accord. Alors, vous dites que dans cette histoire, qu'est-ce que vous préconisez? On n'a rien à faire de ce que la grande sœur pense. À ce moment-là, c'était juste les papas et mamans, c'était les trucs, c'était un jeu à cette époque. Il n'y a eu rien de sérieux. Les parents ne connaissaient pas. On ne l'avait jamais vu. Ça devait être le genre d'histoire qu'on fait généralement dans les couloirs sombres des entrées de maisons là. C'est tout, ça s'est contenu là-bas. Elle est mariée, qu'elle se contente de son mari. Bon, maintenant, ce qu'on voit, ce que moi j'entrevois, c'est que c'est une grande sœur qui aime ou bien elle est jalouse tout simplement de sa petite sœur. Mais maintenant, si son mari apprend qu'elle fait la guerre à sa sœur parce que sa sœur veut se marier avec son ex, je crois que là, son couple sera en danger. Donc, Laure, tu continues. Si vos parents ne sont pas d'accord, peut-être vous allez devoir être rebelle. Désolé, Mbombo, vous allez devoir être rebelle, vous vous mariez, mais si elle accepte, tant mieux. Mais vous faites ce que vous avez à faire. Vous suivez vos sentiments. C'est tout. D'accord. Voilà. Alors, Charles Hamel, sur l'histoire de ce matin, vous êtes sur quelle position, sur quelle posture? Sur une seule. On ne mélange pas le sang, monsieur Éric Fopoussi. C'est interdit, c'est strictement interdit, c'est répréhensible, même à la limite. Je ne comprends pas. On ne mélange pas le sang. Je vous réponds d'une manière simple, comme le veut la tradition. On ne mélange pas le sang. Dans l'acte sexuel, monsieur Éric Fopoussi, il y a 3 composantes. Si vous avez eu à voir ce que les occidentalisés ont pris comme étant une référence, la danse du cygne, monsieur Éric Fopoussi, cet animal, vous avez vu lorsque cet animal fait la cour, la danse du cygne, si oui. vous avez vu cette représentation en version Oui, humaine, vous allez vous rendre compte que, tout comme cette danse, l'acte sexuel fait intervenir un triptyque de 3 composantes. Vous avez la salive que l'homme échange avec la femme, premier fluide. Vous avez la sueur. Lorsque vous êtes en plein, c'est une activité physique, les deux vous transpirez, cette transpiration se mélange et provoque ce que ça peut provoquer. C'est le premier point. Le deuxième point, vous avez la gestuelle, monsieur Éric Fopoussi. Cette gestuelle, si vous voulez, cette chorégraphie. Et enfin, vous avez la pensée qui accompagne ces 2 actes. Une pensée précise. Donc, je veux dire que ces 3 composés forme ce que Mbomboka a expliqué tout à l'heure. Donc, ça veut dire que la personne qui va, même si c'est pour vous amuser, pendant ce moment, vous dites je m'amuse. Ah, je m'amuse. Ah, est-ce que je vais aller? Ah, vous projetez un ensemble de films. La femme, elle, pour entretenir des rapports sexuels, a besoin de l'émotion. Il faut de l'émotion, il faut l'amour pour qu'il y ait de l'acte sexuel. Or, chez l'homme, non, je dis, jusqu'à présent, monsieur Fopoussi, je parle des femmes puritaines, je parle des femmes, des vraies filles. Des vraies femmes. Moi, je ne parle pas de celles qui ont détourné, je parle des vraies filles. Il faut qu'elles mettent de l'émotion avant l'action. Alors que l'homme, c'est d'abord l'action et l'émotion après. La preuve, tous les hommes qui ont chanté, c'était du genre, je venais m'amuser, je suis calé. Je venais jouer, je suis calé. Tous les artistes musiciens masculins qui chantent, écoutez. Donc, monsieur Éric Fopoussi, ici, il a connu la grande sœur. On ne cherche pas à savoir, il a connu de manière physique. Ça veut dire que ces 3 composantes, ils l'ont intégré. Ne dites pas que c'était quand on était jeune. Il y a jeune dedans. Non. L'acte, c'est l'acte. Poser, c'est poser. On ne se dissocie pas. Quand vous l'avez fait à 6 ans, ou si vous l'avez fait à 16 ans, ou si vous l'avez fait à 20 ans, c'est la même chose. C'est les occidentalisés qui ont banalisé l'acte sexuel. Et moi, l'a encore rappelé tout à l'heure. L'acte sexuel chez l'Africain n'est pas banalisé. Ce n'est pas banalisé aujourd'hui. À tout moment, les gens ont envie de faire l'amour. Non, l'acte sexuel n'est pas banalisé. Donc, M. Éric Fopoussi, il a mélangé déjà le sang. Non, il a mélangé le sang avec l'aîné. Il ne peut plus prendre la petite sœur. C'est diviser la famille. C'est gâter la famille. Il gâte la famille, M. Éric Fopoussi. Bon, on va passer par plusieurs méthodes pour vous expliquer qu'il faudrait que X, Y, les 4 composantes.
Mais lui-même, bon, sait que c'est impossible. C'est impossible. La sœur va harmoniser. C'est impossible. C'est impossible, monsieur le compliqué. C'est ce qu'on propose, mais c'est impossible. Il faut que cette sœur-là soit d'un niveau spirituel et très très élevé. C'est impossible qu'on en arrive là. Oui. C'est très impossible. Il y aura des chocs, il y aura des frictions, il y aura des rancœurs. Et c'est la famille directe, monsieur le Vous ne pouvez pas prendre la grande sœur, vous prenez la petite sœur. Cela n'est autorisé qu'en cas de décès de l'une. Donc si la grande sœur vient décéder, oui, il peut contracter. Dans certains villages, même dans certaines ethnies, lorsque vous prenez femme en mariage, on vous dit, dans le cas où votre femme n'est pas là, commencez à regarder qui pourra remplacer chez les Manguissa, donc dans la zone de ça. Donc monsieur, il faut si vous vous rendez compte que ici il y a violation, il ne peut pas, et je vous assure que si le père est un traditionnaliste, si en fait le chef de famille est un traditionnaliste, ce mariage sera annulé. Et Florent fait comment pour revenir? Parce que là il y a une préméditation. Comment est-ce qu'il se retrouve à aimer la petite sœur, sachant qu'il a déjà connu la grande sœur, monsieur le Fopoussi? C'est comme si deux frères vont dans la même famille, le grand frère prend la grande sœur, le petit frère prend la petite sœur direct. Ça encore, c'est des choses condamnées, ça fait partie des interdits de la famille. Lorsque quelqu'un est allé dans une famille, il a pris la sœur, vous ne pouvez plus repartir dans cette famille. Donc on ne mélange pas le sang. Le sang. C'est ce qu'on parle comme ça trivialement. Non. On ne mélange pas le sang. Là, je comprends. 5 ans sont passés. Non, maintenant je comprends très bien. On ne mélange pas le sang. Voilà. Ça a une dimension très métaphysique et d'ailleurs il faut être profondément ancré dans ses convictions spirituelles. Dans ses convictions spirituelles. Mais écoutez, vous pensez que je suis hautement spirituel, madame. Non, vous pensez que pour s'asseoir, vous pensez que qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Alors, Karine Santia, allez-y, je vous en prie. C'est bien quand même d'avoir des grandes sœurs. Pour en avoir une, je pense qu'elle ne ferait jamais ce qui me rendrait pas heureuse. Pour moi. Par rapport à l'histoire du jour, il y a une chose qu'on oublie. Vraiment, de tout ce qui a été dit sur ce plateau. Que la grande sœur, si on finit par valider le refus de la grande sœur, la petite sœur et elle ne vont pas s'entendre. Si on finit par accepter le mariage de la petite sœur, la grande sœur et la petite sœur ne vont pas s'entendre. Des deux manières, il y aura discorde. Donc la famille est déjà dans la scission. On monte, on descend. Ça veut dire quoi? Au lieu pour moi, au lieu pour Laure, de laisser Florent partir, je préfère qu'il se donne du temps. Du temps pour permettre à la grande sœur d'admettre la relation de sa sœur. Du temps pour permettre à Florent de comprendre que en fait, la grande sœur ne l'avait pas oublié. Parce que dans ce genre de relation, il y a quelque chose qui peut se passer et qu'on oublie. La grande sœur peut m'accepter comme ça et par derrière, elle vient te dribbler et continue à entretenir des relations avec ton mari. Aussi. C'est une grande sœur qui est envieuse. Il ne faut pas oublier ça. Elle est jalouse. Et même dans sa situation de mariée, elle réussit à signer un gangan que non, tu l'épouses, c'est que c'est fini entre nous. C'est que tu arrêtes d'être ma sœur. Si tu l'épouses, ça veut dire que quelque part, elle n'est pas quittée dans cette relation. Je plains son mari. Comment garder sa femme à la maison sachant que il y a un homme qu'elle dit ne pas vouloir dans sa famille juste parce qu'il doit épouser sa petite sœur? Pourquoi? Parce qu'elle a eu une relation avec lui dans le passé. Ça fait 5 ans. Elle a réussi à passer outre ses sentiments. Le fait qu'il y a eu mélange de sang avant son mari. Faire l'enfant avec lui. Mélanger un autre sang pour faire un autre enfant. Et aujourd'hui, elle est dans son mariage. Elle refuse que sa petite sœur fasse son mariage, justement parce que, oui, tout le monde aura un pincement de cœur, sachant que ma petite sœur va quand même épouser mon ex. Même entre amis, ça se fait. Que j'ai ma meilleure amie, je me sépare avec un garçon, que ce soit 10 ans après, je les retrouve ensemble, ça va me pincer. Mais je ne vais pas empêcher la personne de continuer sa relation juste parce que je ne suis pas d'accord, parce qu'il a quand même été avec moi dans le passé. C'est du n'importe quoi. On a affaire là à une histoire qui, comme on condescend, va diviser les deux sœurs. Ok. Alors bon, Begane, vous avez... Qu'est-ce qui se passe lorsque deux amoureux qui vont faire les tests à l'hôpital et on dit vous ne pouvez pas vous marier parce que ASSS, tout ça là. Est-ce qu'on ne brise pas?
Voilà. C'est donc mieux de briser à ce moment-là. Je pense que c'est ce que vous disent les médecins. Effectivement, parce que la famille, c'est plus sacré. Voilà. C'est pour ça que les médecins adoptent pour cela. Donc ici, il ne s'agit pas seulement de régler les relations entre les deux sœurs, c'est toute la communauté. La sœur qui est mariée, vous qui serez mariés, est-ce que les deux hommes, lorsqu'il y aura quelque chose dans la famille, pourront se regarder comment? Donc c'est tout cela qu'il faut intégrer. C'est pour ça qu'on dit le mariage, ce n'est pas deux personnes. C'est deux familles. Et lorsque les filles commencent même à être beaucoup, il y en a deux, ça veut dire que ça intègre les autres familles. Voilà. Ça devient déjà 4-6 familles. Très bien. Donc c'est cette harmonie qu'il faut voir. Oui, Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi, il y a une autre dimension que Karine sentait invitée de parler. La sœur savait que l'acte qu'elle était en train de poser était répréhensible. Raison pour laquelle elle est venue dire à sa grande sœur, j'ai vu l'ami. L'ami, voilà, de Florent. L'ami de Florent. Donc vous voyez, elle a conscience que c'est répréhensible. Non, elle voulait savoir si sa sœur a oublié. Non, pourquoi ne pas dire une fois? Et lorsqu'elle dit sa sœur s'oppose. Elle savait. Parce qu'elle sait que c'est répréhensible. Elle sait que c'est répréhensible. Le temps est passé. Oui, parce que c'est répréhensible, on ne peut plus se marier. Oui, c'est répréhensible. Pourquoi on la reprend là-dessus? D'accord. En tout cas, oui, on se marie. Comme je l'ai dit, on a des relations aujourd'hui qui sont empreintes de superficialité. Il y a beaucoup de superficiel dans nos relations. C'est pourquoi on peut tout rentrer, on peut faire des jurisprudences, on peut créer des mais sauf que dans la profondeur aussi des relations, il est encore comme hier, où il y avait une certaine profondeur des relations, où les gens d'ailleurs se fréquentaient, parce que, imaginez même un instant, je veux dire que soyons honnêtes. Imaginez, là, 30 secondes, c'est ma permettez-moi, hein, c'est pas un débat que je vais ouvrir, pardon, 30 secondes. Imaginez un instant que vous avez votre petite amie, puisque c'est le terme qui est déjà utilisé, et que vous lui présentiez votre sœur en tant que femme, et que ce petit ami-là vient draguer votre petite sœur. Quelle serait votre... Laissons-nous qu'ils sont séparés après. Que la relation, on imagine que c'est une relation normale, on se fréquentait, j'allais chez vous, je vois la petite sœur, on se saluait, et que, imaginez un seul instant que celui que tu as appelé hier que mon beau, parce que je lance comme ça, oh mon beau, oh beau-frère, BF, demain encore vous êtes ensemble, vous vous marier. Non, quand même. Ayant parfois raison gardée. Ou que votre meilleur ami connaisse votre ex avec qui vous vous êtes séparés et vienne l'épouser. Oui, non mais attention. Je veux dire que c'est parce qu'aujourd'hui les relations sont tellement superficielles. On se sépare, comment on se rencontre. La vie veut dire que vous avez des gens qui ont signé l'acte de mariage le même jour. Mais comment déjà envisager comment pourrait être le divorce? Mais dans ce contexte-là, vous voulez que les relations soient comment? On a tout banalisé. Absolument. Tout est vulgarisé. L'union entre une femme et un homme devient quelque chose de vulgaire. On peut rencontrer une fille dans un bar, on couche avec elle le même soir, ça ne pose aucun souci à personne. C'est normal. Non, arrêtons parfois, revenons à l'essence des choses, revenons à la profondeur des choses et mettons le spirituel au-dessus du matériel. Oui. Vous rencontrez une femme dans un bar un soir, vous couchez avec elle, ça doit poser un problème à qui? Aux deux. Aux deux. Bien sûr. Ils banalisent. L'acte sexuel n'est pas banalisé. Ça ne va pas être banalisé. Ce sont des personnes conscientes. Non. On ne va pas empêcher on a l'impression qu'elles sont conscientes, mais en réalité, elles ne savent pas ce que signifie l'acte sexuel. L'acte sexuel va au-delà du plaisir que vous deux vous entendez. Alors, ça, il faut ajouter cette autre mention que, savez-vous que d'après les textes, d'après la tradition, sur 100 femmes qu'on rencontre la nuit, 60% sont des personnes d'autres. Non, je n'ai pas dit d'un autre monde, vous le savez. Et c'est pour ça que 60%. La tradition, 60%, c'est la raison pour laquelle on dit généralement la tradition, toutes les rencontres de la nuit doivent poser des interrogations le jour. Moi, hier, à 23h, je sortais de DA, j'ai pris une moto pour arriver chez moi. Le mototassement, il m'a pris parce qu'il m'a reconnu que un bonbon me disait, j'ai rentré un bonbon. Il y a une femme que j'ai prise là. Elle m'a payé, je ne la retrouve plus derrière ma moto. Voilà.
Hier, cette je nuit, vous l'ai dit. 23 heures. Quand j'ai des rapports, Absolument. je fais attention. Il me dit, j'ai ça souvent. J'ai rendez-vous. Je lui ai dit venir à la maison samedi. Voilà. Parce que ça arrive, parce que chaque fois. Oui, oui. Méfiez-vous. Absolument. Ça se passe la nuit. Il dit, il y en a que vous portez, vous sortez des snacks et tout. Voilà. Il dit, amène-moi à tel endroit. Lorsque vous arrivez à tel endroit, vous avez l'impression que elle est derrière vous. Quand vous arrivez, vous trouvez qu'elle n'est plus là. On n'est plus là. Mais celle-là, hier, a quand même payé la moto, mais on ne l'a plus retrouvée. Voilà. Donc le gars tremblait sur sa moto comme une... Donc, attention. Donc, à rendre tout banal, à tout expliquer, vous savez, j'ai le sentiment que notre génération, nous les jeunes d'aujourd'hui, nous croyons être plus intelligents que le monde. Non, arrêtons. Il y a eu avant nous le monde, il y a eu un monde avant le monde d'avant nous, ainsi de suite, on peut remonter à des millénaires derrière. Et les gens ont connu les mêmes sensations et les mêmes problèmes et ont évolué dans leur vie. Donc, arrêtons parfois de faire comme si le monde commence aujourd'hui. Donc, c'était une pression que je voulais faire. On va lire les messages, je me suis permis un peu cette digression. On lira les messages en deuxième partie de l'émission. Tout de suite, prenons la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la charge d'huissier dans ce pays, huissier de justice. Y a-t-il des professions bénies et des professions maudites dans ce pays? Telle peut être la question qu'on serait à même de se poser ce jour. Je m'interroge, oui, je m'interroge sur l'attente décennale de charges par bon nombre d'huissiers frôlant déjà l'âge de la retraite dans ce pays. Lorsque vient le jour d'organiser, on prend 5, on prend 6, on abandonne. Pourtant, la demande est forte. Savez-vous que la dernière organisation de l'examen de fin de stage d'huissier de justice date de plus de 18 ans dans ce pays? Disons-le, la dernière session a eu lieu les 21, 22, 23 novembre de l'année 2000. Oui, ça remonte à nombreuses années. On s'est battu. Le chef de l'État a fait des efforts, mais des efforts qui ont été trouvés véritablement lents, aussi non vains, par la majeure partie des huissiers de justice. Comment comprendre le fait que l'acte présidentiel donnant des charges à ces mendiants de la justice ne soit jamais arrivé depuis bientôt 20 ans? On ne compte plus le nombre d'huissiers de justice qui ont fait le tour de l'Assemblée nationale, des services du Premier ministre, des préfectures et des sous-préfectures de la ville, de Yaoundé, dans la région du centre, pour y déposer des courriers adressés au chef de l'État sur les situations sans cesse. On s'est battu à aménager, on s'est battu à trouver des petits contours, mais on ne sait comment est-ce que cela s'organise. Savez-vous qu'ils sont nombreux les huissiers de justice ayant déjà traversé l'âge de 60 ans sans pour autant bénéficier d'une charge? 152 allons-nous dire. Savez-vous qu'à ce jour, l'on compte environ 187 huissiers en attente de charge qui attendent comme l'enfant de cirage le fameux décret présidentiel? Savez-vous que dans la douleur et la durée de ce combat, certains sont morts ou ont perdu leur titulaire et dont ont du mal à exercer, à gagner leur vie? N'ayons pas peur de dire les choses. Plus d'une soixantaine d'huissiers stagiaires et huissiers en attente de charge sont décédés faute de soins à cause d'un manque de moyens financiers. Quand ça arrive, c'est de manière parcellaire. C'est à tête chercheuse. Pourtant, ils sont là. Ils sont là et le besoin se fait grandissant. Savez-vous que bon nombre de ces huissiers de justice ont prêté serment depuis 1994 et n'attendent que le décret qui leur donnera la possibilité d'exercer pleinement? Monsieur le chef de l'État, pourquoi durcissez-vous? Libérez ces pauvres pères de famille qui ne demandent qu'une seule chose, travailler. Allez travailler à Kenzou, allez travailler à Ngalemendouga, allez travailler à Toktoyo, allez travailler à Gari Gombo. Comment comprendre que 100 stagiaires formés depuis plus de 15 ans restent sans occupation? Ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent.
Savez-vous qu'il y a un déficit d'huissiers de justice au Cameroun? Yaoundé et Douala sont des villes au régime spécial et chacune d'elles devrait avoir minimum 75 charges. Seulement, on ne retrouve que 25 à Yaoundé et 24 à Douala, sauf dernière actualisation. Savez-vous que ceux n'ayant pas de charges sont obligés de travailler pour le compte de leurs confrères titulaires de charges, sans toutefois oublier de préciser qu'ils ne pourront jamais signer un procès verbal de constat, par exemple. Que dire de ces erreurs matérielles constatées dans les décrets présidentiels? Une même personne affectée à 6 endroits, une même personne affectée à 2 endroits, des personnes même trépassées affectées. Savez-vous que tout nouveau tribunal qui voit le jour devrait s'accompagner de charges pourvues, des charges qui devraient être pourvues? Mais hélas, le constat sur le terrain est véritablement lamentable. Ils se baladent dans les rues de Douala, ils se font appeler maîtres, ils sont des huissiers de justice, seulement sans charge. C'est une situation déplorable. Il faut d'abord dire que l'huissier de justice est un officier exécutant des missions de justice, d'ordre légal parfois. Et il faut préciser que l'huissier de justice rentre dans ce qu'on appelle des auxiliaires de justice. Donc ils ont ces missions-là de recouvrement, aussi de déférence, des actes exécutoires, comme on l'appelle en droit. Et c'est on va dire, une profession peu connue du grand public dans les différences qu'il peut y avoir entre un huissier de justice, un avocat ou un notaire. Et c'est important également de faire ces précisions pour qu'on soit bien clair dans nos expressions. Maintenant, on évoque la question de la charge, puisqu'au Cameroun, comme cela l'est pour les notaires, comme également à un moment donné on se plaignait du temps qui avait très long de lancement des concours d'entrée au barreau. Aujourd'hui, nous sommes en droit également de s'interroger sur les charges pour les huissiers de justice qui plusieurs fois se sont plaints, et vous l'avez brillamment rappelé ce matin, Charles Hamel, et surtout évoqué, vous l'avez dit, de nombreux huissiers de justice stagiaires qui passent toute leur vie stagiaire et qui sont obligés donc de travailler sous la coupole d'un huissier qui a une charge. Et c'est récurrent au Cameroun, il faut le dire. Donc, bon, Bengan, à quoi tient cette situation? À 2 ou 3 choses. La première, c'est l'organisation générale de la profession, de la justice au Cameroun. Oui. Vous savez que nous avons 2 systèmes juridiques. Et l'un des problèmes qui a, j'allais dire, aggravé le problème anglophone, la question anglophone, c'est qu'on a nommé les huissiers de justice francophones dans la zone anglophone. Alors, dans la zone de common law, ce n'est pas bon. Voilà le premier problème. Deuxième problème, c'est que on ne veut pas, j'allais dire, c'est comme si on voulait que nous, les Camerounais, nous soyons les indigènes comme nous. Il n'y a plus d'éducation. On a dit qu'on va approcher l'administration des administrés. Ça voulait intégrer pour le corps de la justice ceci que chaque arrondissement devait avoir au moins un tribunal de première instance. Au moins ça, si on avait respecté cet aspect-là, je pense que le déploiement des huissiers de justice aurait, au moins, le chef de l'État, puisque c'est lui qui signe les charges, aurait un large éventail. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? On a bloqué. Pourquoi l'a-t-on bloqué? Officiellement, on ne vous dira rien. On ne vous dira rien du tout. Donc, ce qui fait quoi? Ce qui fait que la troisième chose que ça cause, et Charles Hamel l'a relevé, vous êtes là, et il y en a même qui ne savent pas que, même étant dans un cabinet, votre boss, je ne sais pas comment on appelle en langage technique, le patron du cabinet, c'est lui qui a la charge, peut recevoir votre serment. En attendant qu'un jour, si on vous donne, peut recevoir le serment. Mais il y en a qui attendent le concours, il y en a qui... Oh, c'est des textes qui ne sont pas vulgarisés, y compris au sein même de cette profession. Voilà, moi j'accuse l'État du Cameroun qui a maintenu cela. Vous ne pouvez pas dire que vous approchez l'administration des administrés. Et vous dites, et vous répétez ça souvent, même vous ici, nul n'est censé ignorer la loi. Et nous savons tous les litiges fonciers que nous avons, y compris dans nos villages aujourd'hui. Nous avons comment les exploitants forestiers font là-bas. Et les populations viennent barrer la route. Est-ce que la population peut
avoir cette mission-là de barrer la route? Est-ce que auprès de qui les populations peuvent, par exemple, se référer lorsque le cubage de bois de l'exploitant forestier n'est pas atteint et qu'il ne faut pas, vous avez le sous-préfet Longom, là, lui va tenir, va faire ce qu'il a fait. Donc, il fallait approcher l'administration des administrés, créer un tribunal de première instance, au moins par arrondissement. Je pense qu'on commencera à trouver un début de solution. Tout à fait. En tout cas, les conséquences sont désastreuses pour le Cameroun, puisque on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup d'huissiers de justice pour nos villes qui sont devenues très grandes. Du coup, ça laisse libre cours à de nombreux abus. C'est pourquoi, généralement, vous constatez qu'il y a aujourd'hui cette confusion au sein des populations de savoir qui fait vraiment quoi dans les différentes professions, puisque ces huissiers-là qui attendent des charges, qui ne peuvent pas, qui sont bloqués parce qu'ils ne peuvent pas faire des constats d'huissier, par exemple, sont obligés de sous-traiter leurs constats d'huissier. Lorsque vous appelez quelqu'un, il vient, mais il ne signe pas son nom. Il signe au nom du cabinet auquel il est rattaché. Donc ça pose un réel problème. Et vous savez que comme ces gens-là parfois, ils ont leur petit bisbille entre eux parce que l'huissier qui a sa charge veut lui aussi peut-être avoir un total contrôle sur l'argent qui entre les différents émoluments. Il y a clairement des huissiers stagiaires qui se transforment en conseil juridique. Vous voyez un huissier qui commence à agir comme un avocat. Vous voyez, donc il y a ça et c'est désolant parce que justement ça perd les Camerounais. J'ai vu beaucoup d'huissiers qui sont devenus des conseillers matrimoniaux, par exemple, qui rentrent dans des conflits de divorce et qui sont instrumentalisés par une partie en conflit parce que évidemment comme c'est très précaire, on veut tout faire pour avoir les émoluments. Donc alors que l'huissier doit agir en son âme et conscience, il n'a pas de parti pris, il vient faire un constat qui est un constat clair, il n'a pas à venir se substituer à une partie ou à une autre lorsqu'il faut faire un constat. Donc ces choses-là, ils sont instrumentalisées et je trouve qu'il est de plus en plus, il est urgent que l'on puisse leur permettre d'être indépendants et de ne pas forcément courir derrière ceux qui ont des charges. Alors, Dominique Audrey, d'abord vous, sur cette question. Oui, en 2017, je travaillais dans un immeuble où il y avait un cabinet d'huissier justement et il y a l'un d'eux qui nous a abordé un jour et il nous racontait sa situation. Il disait que c'était intenable. D'abord que la personne qui était à la tête de cette entreprise-là, bon, disons entreprise, de cette étude, oui, de cette étude, voilà, ne les traitait pas bien du tout. Ils étaient obligés de jongler au quartier, de faire des trucs parfois pas catholiques parce qu'il fallait vivre. On a des familles, on a des enfants et tout. Ils se sont dit, puisque c'est en 2014 que le président avait signé un décret qui nommait quelques-uns de ces huissiers qui devaient être affectés, ils se sont dit que non, d'ici là, ça devait se faire, mais rien du tout. Jusqu'à présent, ils sont encore en train d'attendre. Et je me demande donc, quels sont et les étudiants qui veulent également entrer dans cette profession-là, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Est-ce que c'est pas une manière de vouloir dire aux gens, ne pensez pas à vous orienter vers cette branche-là, parce que forcément, il y a des huissiers en devenir qui sont en train d'aller dans les écoles. Comment quelqu'un peut passer le temps à travailler pour quelqu'un d'autre? Il dit, on vous envoie par exemple faire le constat, un procès verbal à tel endroit ici. Vous arrivez, si on vous a donné quelque chose, la personne qui est à la tête de l'étude vous dit que non, donnez-moi tout. Il est obligé, c'est comme ça tous les jours qu'ils font. C'est invivable. Je pense qu'il faut trouver une solution pour ces gens-là. Vraiment. Et il y a des gens qui, malheureusement, la retraite les trouve là toujours en attente. 60 ans, ils vont à la retraite, ils n'ont pas travaillé. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, Karine Santia, votre mot également, avant qu'on achève cette première partie de l'émission. En tout cas, ce que je sais déjà des justices, c'est que ce sont ces personnes-là qui sont souvent chargées de venir mettre en œuvre les décisions de justice. C'est-à-dire, si on a demandé de mettre quelqu'un dehors, c'est lui qui, voilà, ils viennent constater, c'est eux qui viennent mettre dehors. Mais il y a même les abandons de foyer, comme vous les femmes, vous aimez souvent nous faire. Voilà, ce que j'ai quand même observé par rapport à cette situation, c'est que la plupart du temps, beaucoup d'entre eux ont viré vers l'avocature. Ah oui. Oui, aujourd'hui, il y en a plusieurs qui ont viré vers l'avocature. Si vous-même vous êtes stagiaire pour quelqu'un pendant 10 ans,
et que vous savez qu'avec ce que vous avez appris, vous pouvez faire une autre activité, la plupart vont virer vers l'autre activité qui leur permettra d'être plus indépendants et d'avoir des marchés qu'ils pourraient eux-mêmes en bénéficier. Vous voyez que dans un métier, on vous dit que l'organisation de fin de stage date depuis 2010, c'est ça, M. Bachou. Ça veut dire que ceux qui ont fini l'école en 2011 sont toujours des stagiaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont nombreux dans des cabinets ou encore dans ces études-là qui continuent à être des stagiaires pour des gens qui ont des charges parce que eux, ils n'en ont pas. Ils ne peuvent pas exercer pleinement leur profession et ils sont nombreux comme ça au Cameroun. Donc, si vous êtes nombreux et que vous avez besoin, vous avez une famille, il faut bien virer. Et les avocats, je pense que ce sont les seuls qui n'ont pas besoin forcément d'appartenir au cabinet de quelqu'un pour exercer. Donc, raisonnement, ils virent. D'accord. En tout cas, je rappelle que jusqu'à une certaine date, même être avocat était compliqué, hein, donc très très compliqué. C'est tout récemment qu'on a un tout petit vu un semblant du concours d'entrée au barreau arriver un peu régulièrement, parce qu'il y a beaucoup qui restaient postulants pendant très très longtemps. Vous imaginez ce que ça pouvait faire avant de pouvoir être avocat stagiaire et enfin d'être avocat évidemment plein. Merci. On va s'arrêter là, madame, monsieur, sur pour cette première partie de l'émission. Alors, je vous promets que la deuxième partie sera encore plus forte, puisque nous aurons beaucoup de sujets à aborder avec vous, mais nous ferons un glissement avec Charles Hamel pour qu'il commente lui aussi cette question de la situation des huissiers de justice en charge au Cameroun qui attendent indéfiniment qu'on puisse leur donner leur charge. Malheureusement, ça n'arrive toujours pas, malgré les multiples mouvements de colère organisés à Yaoundé et à Douala. Malheureusement, rien n'est fait sur la question. Madame, monsieur, restez avec nous sur Equinox Télévision. 12, le Zénith, madame, messieurs, de ce vendredi 30 août 2019, alors qu'à Abidjan, l'on nous signale que les choses se mettent de plus en plus en place avec l'organisation de l'hommage à Didier Arafat ce 30 août au stade Houphouët-Boigny dans la commune du Plateau à Abidjan, puisque il y a 6 écrans géants qui sont disséminés un peu partout dans les communes d'Abidjan, à Bobo, Yopougon et autres, et à Djamé aussi. On a également 100 000 personnes qui sont attendues dans et autour du stade Houphouët-Boigny d'Abidjan, alors que ce stade-là est de 40 000 places. Donc vous imaginez le monde qu'il y aura là-bas. On commence à voir les premières images de la mise en place. Les premiers Chinois, comme on appelait les fans de Didier Arafat, sont déjà là depuis le matin, depuis 6 h le matin. Je rappelle que la cérémonie va commencer normalement à 16 h, hein, heure du Cameroun, mais à 6 h du matin, on voit déjà les gens au stade pour venir s'assurer une place. Je rappelle que ces obsèques-là sont assurées totalement par le gouvernement ivoirien, même si on peut entendre ici et là quelques vents politiques, parce qu'il faut aussi, on sait qu'en 2020 il y aura élection en Côte d'Ivoire, donc on peut aussi instrumentaliser ça pour les élections 2020. Bon, bref, ça c'est un autre débat. Alors pour cette deuxième partie de l'émission, madame, monsieur, on va lire quelques messages avec vous. Karine Sontia. La grande sœur aime toujours son ex, mais si le gars remplit les conditions de la dot, les parents seront d'accord qu'il épouse leur fille. Mario de Bonamou Sadi. D'accord. Un autre message. De mon point de vue, j'appelle ça la trahison, car il n'y a pas de raison qu'elle épouse l'ex de sa grande sœur, sachant que c'était son premier amour. Je ne conçois pas cela. Anthony depuis Yaoundé. Merci Anthony à Yaoundé, merci à tous ceux qui nous regardent de Yaoundé. Notre message pour l'histoire du jour, je pense qu'il sera préférable pour la petite sœur d'abandonner. Sinon son futur sera désagréable, compte tenu du fait que Florent a été premier amant de sa grande sœur. Elle n'oubliera jamais ce dernier. Alors, ils peuvent probablement se remettre. Mohamedou Hadji depuis Ngaoundéré. Alors, c'est le cœur qui décide. La grande sœur sera maintenant mal à l'aise. Et comment cet homme étant sorti avec la grande sœur s'engage également avec la petite sœur. L'homme n'est pas sérieux, c'est la gâchette. Je me nomme Emeric de la cité Sicam. Je pense que Florent veut jouer avec la petite sœur puisqu'il veut prouver à sa grande sœur qu'il a mûri et que si elle attendait un peu, ils pouvaient être ensemble. Donc, je pense que sa grande sœur a donc raison de refuser cette union. Un autre message.
Je pense que la grande sœur a pleinement raison, puisqu'il est anormal que la grande sœur et la petite sœur mélangent un même homme. C'est Cynthia depuis Tchang. Ok, on arrête là pour l'histoire du jour. Hein. Sur la colère, maintenant. Alors, vous parlez du chef de justice. Par contre, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, quand même, voulaient confier un recouvrement à notre... Oui, mais ce sont des agents de recouvrement, en fait. Ce sont des auxiliaires de justice. Donc, ils exécutent des actes d'ordre légal. Absolument. Oui. D'accord. Oui, Chalamel, sur la situation de ces huissiers de justice. Il faut dire que M. Eric Fopoussi, on devrait trouver les huissiers de justice dans pratiquement, comme l'a dit Bombok, la majeure partie des arrondissements. Je lance le défi à quiconque de faire un tour dans un quartier comme Kolmuntak et de trouver un huissier, ou aller dans un quartier populaire comme de Panda et de trouver un huissier de justice. C'est des personnes difficiles à trouver, M. Eric Fopoussi. Il devait avoir un annuaire à travers lequel on pouvait facilement, des agents pouvaient facilement retrouver les huissiers de justice, parce que ce sont eux qui sont au premier fait. Ce sont eux les yeux et les oreilles de la justice. Lorsque l'huissier n'est pas venu, quelle est l'appréciation que le juge pourra porter sur un dossier? Il faudrait bien qu'il y ait un huissier qui est constaté. Quand vous apprenez qu'il y a 500 charges vacantes à travers le Cameroun, M. Eric Fopoussi, 500 charges, et depuis 2017, 500 charges vacantes. Ça suppose qu'en 2018, on a combien? En 2019, on est monté à combien? Vous savez qu'une seule charge emploie 5 personnes. Une seule charge a besoin de 5 personnes. Pour les 500 charges, ça fait 2500 Camerounais qu'on aurait dû sortir du chômage. Absolument. Vous les voyez dans les quartiers, M. Eric Fopoussi, ils souffrent. Je dis les huissiers de justice souffrent. Moi, je les appelle des racoleurs. Permettez-moi l'expression, ce n'est pas péjoratif. Ceux qui souffrent sont devenus des racoleurs. Les gars se disaient qu'ils allaient se battre pour avoir des trucs. Ce sont eux qui, au quartier, ont transformé les maisons à location en ce que vous appelez bureau de conseil juridique. Comment rédiger une lettre? Comment faire une citation directe? Oui, ils sont nombreux. Vous faites un tour ici à Raphaël. J'ai vu au moins 12 monsieur de Fopoussi. Ils sont assis avec leur box de photocopie. Quand tu arrives, on dit maître, tu demandes au gars qui est à côté, mais il est maître de quoi? Karaté? C'est un monsieur de justice qui n'a pas de bureau. Vous voulez quoi? Saisir, comment rédiger? Il a fait quoi? Non, telle expression ne passe pas. Si vous voulez que le juge réagisse vite, voilà les expressions. Voilà comment il conseille les gens. Voilà ce que les huissiers sont devenus aujourd'hui. Des gens qui se battent à conseiller les gens dans les différents quartiers. Vous avez sur 187 arrondissements, vous avez, sur les 560, je pense bien, arrondissements que compte le Cameroun. 360. 360, autant pour moi. Arrondissements que compte le Cameroun. Vous avez 187 arrondissements qui sont sans charge, dont les charges sont non pourvues. Mais vous vous demandez, on vit comment? On vit comment? Vous avez un problème, il faut que vous cherchiez. Monsieur Fopoussi, vous connaissez, tu as un huissier que tu connais sous la main. Bon, tu as un huissier que tu connais. Vous vous baladez dans la ville, c'est difficile de le retrouver. Oui, il y a certains qui ont pignon sur lui, mais il y a d'autres qui sont sortis, les stagiaires. Ceux qui sont à l'attente, qui ont prêté serment depuis 1994, monsieur Eric Fopoussi. Vous avez rencontré un papa hier, à l'entrée d'Equinox, monsieur Eric Fopoussi. Il me dit, j'ai 56 ans. Je suis huissier de justice, mon fils. Je sors, je suis dans 4 ans, je vais à la retraite. Je n'ai rien, même pour manger, je n'ai rien. Vraiment, vous vous demandez, mais on vit comment, monsieur Eric Fopoussi? Pourquoi est-ce que l'État peut-il abandonner? Vous avez des zones rejetées, des zones comme Genzu. Vous parlez hier de Kété, de Ouli. Voilà des gens qu'on peut utiliser pour descendre dans les sites miniers, pour descendre dans les sites, faire des constats et tout. Mais je ne pense pas, monsieur Eric Fopoussi, qu'on veuille bien changer les choses dans ce pays. Voilà, absolument. D'ailleurs, vous dites, parce que vous le dites si bien, et c'est l'un des pincements qu'on peut avoir au cœur lorsqu'on évoque cette question de voir comment une profession est autant, on va dire, clochardisée par ces charges qui ne sont pas pourvues malheureusement. Je dois dire que moi, d'ailleurs, ce qui me gêne, c'est qu'on a transformé ces gens-là en des personnes qui font non seulement le conseil juridique, mais qui sont obligés parfois de se livrer au plus offrant. Je le dis parce que, moi, sincèrement, quand un huissier on va dire quoi, sous-traite son activité
à plusieurs personnes hein, et qui ne met que son cachet. D'ailleurs, ils sont très forts là-dedans. Qu'est-ce qui garantit que ce cachet-là, justement, est l'émanation de ce qui a été constaté vraiment sur le terrain? C'est ça la question, parce que c'est des risques pour la justice camerounaise. Souvent, on parle ici de la justice au Cameroun. C'est un élément qu'on doit adresser, parce que est-ce que les décisions que nos juges, que nos magistrats prononcent dans nos tribunaux sont sur la base de procès-verbaux, d'éléments, de constats qui soient réellement objectifs et neutres? Mais vous vous rendez compte aujourd'hui, monsieur Eric Fopoussi, que le transport judiciaire est devenu l'un des principaux gambos maintenant développés dans la majeure partie de nos tribunaux. Lorsqu'on fait, on ne regarde plus le travail des huissiers de justice. Lorsqu'on fait du transport judiciaire, et vous savez ce que le transport judiciaire coûte, monsieur Eric Fopoussi, le transport judiciaire coûte les yeux de la tête. Maintenant, c'est devenu un sport. Tous les juges s'exercent. Chaque semaine, il faut un transport judiciaire sur X ou Y dossier. Oui, donc c'est extrêmement grave. Cela y va aussi de la qualité de la justice au Cameroun. Et d'ailleurs, si on clochardise, comme on le voit, les huissiers de justice, je rappelle qu'ils sont des auxiliaires de justice, donc ils accompagnent, ils ont un rôle important dans les décisions de justice, donc il est important d'ailleurs qu'on le fasse. Vous savez qu'il y a eu d'ailleurs un débat autour de cela au Conseil constitutionnel lors du contentieux post-électoral, puisque beaucoup de gens ont dit que justement on leur demandait de rapporter les preuves de ce qu'ils alléguaient. Ils disent qu'ils n'ont pas réussi à avoir une dérogation, parce qu'il fallait une dérogation des tribunal pour que l'huissier puisse travailler ce dimanche-là. Vous voyez, des cas comme ça montrent bien qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses qu'il faut adresser pour que l'huissier de justice puisse permettre que la justice qui est rendue au Cameroun soit une justice tout à fait juste et équitable, comme on le vante au quotidien. Sinon, on sera toujours dans les constats biaisés malheureusement, parce que monsieur, j'ai vu des cas où des gens sont obligés parfois, lorsqu'il y a par exemple un cas de friction dans un couple, vous voyez un monsieur qui prend sur lui d'instrumentaliser l'huissier de justice et de venir faire un faux constat que la femme a fait abandon de foyer. Vous savez même des avocats qui deviennent des huissiers de justice dans certaines situations. Vous les voyez assister à des effractions dans certains homicides. Vous voyez des avocats, mais ils se substituent en huissier ou bien ce sont des ex-huissiers transformés en avocats. Non, c'est clair qu'ils ont des copains, donc il dit bon, viens rapidement, viens vite, tu fais ça rapidement, tu sais. Ou bien eux-mêmes ils font le constat, ils vont faire la signature, puisque c'est entre bon. Vous savez, c'est très compliqué et ça vraiment, ça pose un réel problème. Il faut qu'on remette, on va le dire, l'éthique au centre de tout, et cette éthique-là ne peut s'installer que si l'on permet aux gens de vivre décemment de ce qu'ils ont choisi de faire dans leur vie. C'est ça, parce que on se plaint parfois, mais c'est une question globale, il faut l'aborder de manière holistique et prendre tous les paramètres sans pour autant être ici les avocats du diable pour dire que ceux qui font mal le travail, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Non, mais il faut quand même également qu'on aborde les questions de manière globale. On va lire d'autres messages, Karine. Hein. Je suis Monsieur Priso de Bonheur, la colère de Charles Hamel. Vous venez de mettre la main dans l'engrenage. Les charges des huissiers de justice et des notaires est un gage au Cameroun. C'est même devenu une voie de corruption que de souffrance pour les huissiers et les notaires. Pour obtenir une charge, mon épouse notaire, après sa prestation de serment, a attendu plus de 6 ans sans obtenir une charge. Elle est morte en décembre 1996 sans avoir obtenu sa charge. Oui. Non, pour les notaires encore c'est plus grave. Hein. Si on prend le cas des notaires, j'ai l'impression que dans ce Cameroun, on ne veut pas qu'il y ait beaucoup plus de notaires. J'ai le sentiment. Moi, parce qu'il y en a qui ont 40 ans, c'est grave. C'est grave, hein, monsieur. Hein? Ça remonte à quand, la dernière? Ça remonte à très très longtemps. Très longtemps. Qui sait qu'il y a le problème d'héritage dans notre pays, de tout ça, oui. des successions, des terrains, des litiges fonciers, de tout. Oui, et vous savez comment ces gens-là... Vous savez, il y a aussi quelque chose d'assez dérangeant dans tout ça. Hein. Lorsque vous parlez de litige, d'abord les successions, parce qu'il y a beaucoup de problèmes là-dessus, de la succession. Donc les notaires qui sont là aujourd'hui
parfois je trouve qu'ils sont un peu submergés par le travail, et que s'il y en avait beaucoup plus, on élaguerait rapidement certaines situations. Si les dossiers, M. Eric Fopoussi, étaient transmis à temps acquis de droit, si on avait la carte nationale, c'est-à-dire de déploiement, la carte de déploiement, c'est-à-dire des effectifs sur le terrain, on se serait rendu compte qu'il y a beaucoup de charges qui sont sans titulaire, parce que les titulaires sont déjà décédés. M. Eric Fopoussi, son nombreux qui sont décédés. Il faut rafraîchir sensiblement. Pourquoi fonctionner avec le statu quo lorsqu'on a des arrondissements qui sont verts, mais je pense que c'est ceux qui doivent transmettre, qui devraient transmettre le dossier acquis de droit, qui ne le font pas. Bon, je ne peux pas non plus également évoquer, il faut quand même que notre constitution, quand même, on allerge un peu. Hein. Je trouve que le président, le chef de l'État est surtout dans un pays comme la France, c'est le garde des Sceaux qui gère ça. Absolument. Pourquoi toujours se référer à la présidence de la République? On peut essayer de desserrer un peu les taux, on laisse le garde des Sceaux signer ces charges-là, et puis sans que ça n'aille forcément à la présidence. Il y a quand même des choses qu'on peut faire au Cameroun assez rapidement, sans avoir d'attendre que les dossiers soient signés à la présidence. Donc il y a cette composante-là. Et pourquoi pas aussi faire comme dans le système anglo-saxon, faire en sorte que celui qui est avocat puisse en même temps être notaire et justice. Justice. Tout à fait. Oui, pour qu'on sorte de cette spécification trop francophone, là où il faut diviser Non, c'est une piste aussi qu'il faut voir. Oui, c'est une piste qu'il faut voir, faire en sorte que qu'on puisse justement faire en sorte que on facilite et on libéralise tout ce secteur-là. Donc voilà, on va s'arrêter là, hein, Karine, pour cette séquence. Tout de suite, on va tourner avec vous une autre séquence. C'est votre chronique. Il s'agit de l'histoire de la revue des réseaux sociaux. Même si dans cette revue-là, il y a beaucoup d'histoires qui nous fascinent. Mais allez-y tout de suite. La première histoire de la revue des réseaux sociaux ce matin, on parle du fils du ministre des Travaux publics, Emmanuel Ganou-Djoumessi, qui est accusé par les internautes d'avoir acheté 3 hectares de terrain en Bankom au village d'une valeur de 45 millions de francs CFA alors qu'il était étudiant de profession. Selon les internautes, le jeune Ganou Franck Martial Le Duc, tel qu'il s'appelle, âgé de 25 ans, en 2014 aurait commis cet achat alors qu'il était étudiant. Alors les uns et les autres se demandent, est-ce que c'est une manière pour son papa ministre de faire distraire des fonds? Est-ce que de toutes les façons, voilà ce qui se dit sur la toile par rapport à cette question. On a souvent sur ce plateau parlé de décence républicaine, et dans ce pays on est en plein dans l'indécence, et ça se voit parce que les personnes qui occupent les fonctions publiques et les fonctions où on doit forcément gérer l'argent public ne prennent pas suffisamment en compte le devoir de transparence. Et tant que nous serons dans l'omerta qu'il y a actuellement, dans l'ombre qu'on met sur les questions d'argent, on va toujours être dans la suspicion. Et il y a une suspicion légitime qui se pose là maintenant, d'avoir un enfant qui a 25 ans et qui s'achète un terrain à 45 millions de francs CFA, alors que vous avez des Camerounais dans le même temps qui a 25 ans, sont chez leurs parents, sont au chômage, ont les diplômes, ne peuvent pas travailler, qui triment, qui sont sur les motos tous les jours dans le Ben Sikin. C'est ça en réalité l'indécence républicaine. C'est ça en fait lorsqu'on parle d'une nation ou lorsqu'on parle d'un pays, que nous sommes un indivisible, c'est dans ces paramètres-là qu'on doit justement adresser ces questions, qu'on doit tester notre unité, qu'on doit tester notre solidarité, qu'on doit tester notre un et indivisible. Parce que s'il y a dans le même temps un manque de solidarité nationale, parce que pourquoi les pays comme la France, je cite parce que c'est les pays où le social est porté, ça veut dire que on cotise pour que ceux qui sont plus pauvres puissent bénéficier. Vous savez que là-bas, il y a ce qu'on appelle allocation chômage. Au chômage, on vous donne les allocations. Il y a beaucoup de paravents sociaux qui permettent à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'en sortir dans la vie. Mais au Cameroun, malheureusement, non seulement il n'y a pas tout ça, mais ensuite, vous avez des gens qui mènent un train de vie fastidieux, qui non seulement mènent ce train de vie, mais amènent leurs enfants dans ce registre-là, et il y a une forme de transmission dynastique, héréditaire de l'argent avec évidemment un relent de soupçons qui sont pour le coup légitimes. D'abord, Bengan, qu'est-ce que vous en dites? D'abord, que le système
qui nous gouverne sécrète et entretient la corruption. Deuxième chose, je reprends là les propos d'un titre que j'aime lire souvent, de Jean Ziegler, qui est apparu en 2002 chez Fayard, Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent. Il y a un chapitre de long où il parle des prédateurs. Donc, en fait, nous sommes dans ce système-là, et vous l'avez très bien dit, qu'un enfant, ses parents ne sont pas dans les milieux économiques. Vous pouvez être dans les milieux des affaires. On ne dira pas, on dira que bon, voilà quelqu'un qui est né avec une cuillère en or dans la bouche. Bon, on ne dira pas qu'une Mercedes vous accompagne à l'école parce que papa est multimilliardaire, parce qu'il est dans des affaires. Ça se comprend. Et je pense que c'est là on ne les envie pas. Mais vous êtes un fonctionnaire. Donc, dans un premier temps, être fonctionnaire voudrait dire que ceux qui travaillent dans le privé, au même niveau, ils ont plus d'argent que vous. Mais au Cameroun, un fonctionnaire de catégorie A2, il nargue son frère qui est lui dans le privé. Donc en principe, c'est le privé qui devait gagner de l'argent. Mais lui dit, mais tu gagnes quoi, vos salaires? Alors que c'est le contraire qui était dans une république normale. Oui. Bon, apparemment, on veut construire une république exemplaire. Mais bon, c'est ça qui amène donc à des suspicions pareilles. D'encore, il y a l'article 66. J'ai bien envie, parce que les gens nous disent, il ne faut pas attaquer l'État à charge. Vous voulez toujours l'État. Vous avez mais pourquoi avait-on mis l'article 66 de la Constitution, où tous ceux qui ont des responsabilités à un certain niveau devraient déclarer leurs biens au début et à la fin de leur bail, de leur mandat? Pourquoi on l'a-t-on mis? Donc c'était simplement pour amuser la galerie. Bon, à ce moment, donc, c'est là où moi j'ai dit quelquefois, les réseaux sociaux ont un côté pervers, mais ont aussi ce côté-là. Parce que quand ça commence à faire ce genre de dénonciation, je pense que ça va commencer à ralentir les élans de certains gloutons parmi nous, parmi certains de nos compatriotes. Parce que c'est quand même inimaginable qu'un fils de fonctionnaire à 25 ans puisse acheter un terrain, puisque son papa, on sait ce que représente la SIC aujourd'hui, ce que représente la maïture, ce que représente le crédit foncier, puisque son papa, lui, ne peut pas, en prenant les voies normales d'acquisition de rente qui est établie pour un fonctionnaire, ne peut pas. Comment lui, le fils, pourra le faire alors? Et avec une importante somme d'argent. 45 millions de francs. Ça vient vraiment à questionner. Un étudiant, c'est indécent. C'est indécent. D'accord. Alors, Chalamel. Le jour qu'on avait lancé cette première publication, il était venu commenter en dessous en disant que c'est l'agence A. Ah, c'était lui? Il était venu commenter en dessous que c'est l'agence A. Ça veut dire que si vous l'avez vu, vous devez comprendre que il ressemble à l'argent. Il y a du mépris. Ça veut dire que quand quelqu'un dépense 45 millions, vous ne pouvez pas avoir 46 millions et dépenser 45 millions. Ça veut dire qu'il a au moins 10 fois plus. C'est l'agence A. Ça, c'est une question. Oui. Vous voyez, donc, il faut dire que cela avait provoqué l'ire des différents internautes qui se sont retrouvés à partager. Qui se sont donc retrouvés à partager, M. Eric Fopoussi, ces différents, on va dire, ces différentes interventions. Les autres ont fait les screenshots qu'ils ont conservés. Quand on se rappelle encore que cette famille, elle seule, pose des problèmes. Rappelez-vous de son fils, toujours l'un de ses fils, Boris, je pense que c'est Boris Ganoudou Messi, qui a des problèmes dans les dossiers de la Camtel, avec Otto Emmanuel. Mais attendez, on se demande, mais finalement, on est en train d'aller où? On est en train d'aller où? À un moment donné, on parlait de ce fils qui était perméable. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que certainement c'est le même fils. Mais quand je vais voir quand je vais voir le nom, je me rends compte que c'est un autre nom. Rendez-vous compte jusqu'à quel point les fils des ministres, des bobos, comme on dit aujourd'hui, se permettent de narguer foncièrement les jeunes Camerounais. Vous parlez de terrain parce qu'on a mis le terrain dehors. Regardez dans quel type de véhicule ces enfants roulent. Ne regardez pas, monsieur il faut pousser. Regardez les types de véhicules dans lesquels les gars roulent. C'est comme s'ils faisaient une concurrence avec les artistes ivoiriens. Parce que depuis le décès de Didier Arafat, puisque vous en parlez, on voit des versions de véhicules. Mais ce sont ces véhicules dans lesquels roulent ces fils de ministres. Je crois qu'il serait temps que l'opération Épervier, monsieur il faut pousser, s'intéresse aussi à ces fils de ministres. Pourquoi? Parce que papa
a tout fait, papa ministre a tout fait pour impliquer les enfants dans la gestion de ces affaires, des affaires calamiteuses de l'État. Oui. De nombreux enfants sont infiltrés dans les dossiers, gagnent des marchés, des 4-9, des 12, ils gagnent des marchés qu'ils ne livrent pas, qu'ils ne réalisent pas. Je crois qu'il faudrait que ces entreprises écrans, parce que vous allez voir, en Bancomo Village, en 2014, c'était fermé. C'était foncièrement fermé, Bancomo Village, que je connais très bien, c'était fermé. Si on a pris en 2014, lorsqu'il avait 25 ans, un terrain à 45 millions de francs CFA, ça suppose qu'aujourd'hui qu'il a 29 ans, son père a dû faire des meublés. C'est sûr qu'aujourd'hui son père a dû acheter même un hôtel, un mini-hôtel, je sais pourquoi pas en Afrique du Sud pour l'enfant. Parce que si à 25 ans, on fait de tels dons à cet enfant, lorsqu'il aura 40 ans, ce sera lesquels. Donc je crois qu'il est important que les élus de cette République se penchent sur ce dossier de ses fils à papa. Et que les procureurs aussi. Ah, mais là, oui, c'est d'abord de justice. Il faudrait que la justice envoie les huissiers de justice. Mais le procureur peut normalement se lever et commencer à interroger. Mais qui a cette immeuble? On lui dit, bon, mais il me dit, bon, vous n'avez aucun compte bancaire. Ça veut dire que vous êtes dans un réseau de blanchiment ou quoi? Je dois m'expliquer. Voilà. Parce que c'est le procureur, il me soupçonne, je dois donc être blanchi après. Voilà. En tout cas, sincèrement, il y a quelque chose. D'ailleurs, au-delà du fait qu'il dit, est-ce que c'est de l'argent ça, pour dire 45 millions pour lui, c'est rien. C'est l'argent de baigner le matin. Alors, il faut intégrer quelque chose de très clair. Le ministre des Travaux publics, puisqu'on parle d'un ministère, qui a en charge la construction des routes au Cameroun. Je le dis encore, il faut qu'on comprenne là où je veux en venir. Quand on regarde l'état de nos routes au Cameroun, quand on regarde les projets foireux de nos axes au Cameroun, je veux dire qu'à un moment donné, lorsqu'on a un bilan aussi catastrophique, médiocre, on fait profil bas. Peut-être, je parle là comme certaines personnes, peut-être que ces ministres-là ont... Je sais pourquoi est-ce que le président ne les dégage pas? Peut-être que ces ministres-là ont des moyens de chantage auprès de... Je sais pas, parce que je ne comprends pas. Peut-être qu'ils ont... Non, parce qu'on peut être en train de parler comme ça. Peut-être que ces ministres-là ont des... Parce que souvent, vous voyez dans les films, vous voyez quelqu'un, par exemple... quelqu'un, par exemple, vous fait un chantage, il dit que j'ai vos vidéos peut-être nues. Si vous blaguez, je vais le publier. Peut-être je tiens votre femme. Tous les ministres alors. Peut-être que je tiens votre femme. Peut-être que je tiens vos enfants. Si vous blaguez, je sors l'information. Non, parce qu'on ne comprend pas. Je peux vous donner un bémol, monsieur. On ne comprend pas. Tant que l'axe ne vous a pas lâché, vous n'êtes pas prenable. Il y a l'axe sud, l'axe nord, l'axe ouest. Voilà les axes qui prédominent à l'heure actuelle. Et chacun fait partie d'un axe. Non, mais je vous parle là trivialement. Je vous parle trivialement. Sauf que Chalamel, la presse a toujours fait son travail. Je rappelle que le cas d'Edgar Alain Bengo, par exemple, on l'a longtemps décrié. Enfin, il a été sanctionné. Avant lui, il y a David Kotoema de la Camtel, a été sanctionné. Il y a Baba, beaucoup de gens comme ça. Mais c'est vrai qu'on se plaint du temps. Peut-être que le président attend que les preuves je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose? Je ne comprends pas pourquoi on laisse des personnes comme ça qui salissent l'image du Cameroun. Je veux dire que, imaginez-vous, Jérôme Cahuzac, sur la base d'un article dans Mediapart, au tout début du quinquennat de François Hollande, a été épinglé pour avoir eu des comptes en Suisse. Mais les magistrats le mettent d'abord en examen. On l'a mis en examen. Avant même alors qu'au gouvernement n'était même pas encore lâché. C'est la justice qui a déclenché l'affaire. L'idiot, entre guillemets, est même allé mentir devant le Parlement pour dire que non, je n'ai aucun compte les gens les yeux. Mais pour finir, les procureurs ont réussi, puisqu'au Parlement, ils peuvent faire ce qu'ils font là-bas, les procureurs, les enquêteurs ont réussi à avoir des éléments à charge pour dire, voilà, pour le mettre en examen. Et pour finir, le gars, il a démissionné, bien qu'étant le plus brillant des ministres des budgets que la France ait connu jusqu'ici. Donc, il y a des choses qu'on doit faire. Mais sauf qu'au Cameroun, non seulement ils ne sont pas si brillants que ça, parce que les résultats ne parlent pas, sauf que les résultats, quand on voit l'état des routes, et le tourbillon est encore mauvais parce que c'est ce même ministre qui vient d'écrire au ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics pour demander une autorisation pour faire un marché de gré à gré pour remplacer
celui qui a le marché actuellement, les Chinois qui ont le marché actuellement de la pénétrante est de la ville de Douala. Ça nous rappelle les grés à gré de la canne et des milliards de francs CFA engloutis. Donc, on n'a pas encore fini de digérer les grés à gré foireux de la canne 2019 qui a été foireuse elle aussi, que désormais on rentre encore dans une affaire de gré à gré. Et vous savez qu'en matière de marché public, il faut qu'on le rappelle parce que quand on a dit ça, on a essayé d'enquêter pour comprendre ce qui se passe. Vous savez que c'est le ministère des marchés publics qui donne des marchés, qui délivre les marchés. Ça, c'est connu. On peut dire que là, le ministre de la République n'a pas de problème. Mais sauf que celui qui décide de quand commencent les travaux c'est le ministère de la République. N'est-ce pas? Donc, on peut s'interroger. Pourquoi est-ce qu'il a autorisé que ce marché commence en période de pluie, comme on l'a vu tout récemment? Il a le temps d'autoriser avant. Donc, je donne les éléments. Pourquoi est-ce que c'est de là maintenant qu'on a voulu montrer aux yeux du monde l'incompétence de ce marché-là? Pourquoi il y a eu cette commission, cette session extraordinaire où ils se sont assis et ont décidé de pratiquement faire un aplaventrisme devant cette société en lui payant plus que ses droits, plus que tous ses droits pour lui dire au revoir. Au revoir. Dans ce système, on veut donc nous faire gouverner de père en fils. Il faudrait que les fils aient et les moyens intellectuels, les NAM, bon, je ne sais pas si intellectuel c'est entre guillemets, mais au moins les postes administratifs, mais également l'argent. Donc en finançant en disant que vous venez, vous prenez par n'importe quel bout, vous trouverez nos enfants. Et on les prépare pour cela. Parce que je termine, il est décédé, père son âme, M. Anatole Bongo, le père d'Henriette Ekoué, il nous disait que là il était directeur de douane, il a pris sa retraite en 1972. Pour faire le budget de 70 à 71, d'année budgétaire 70-71, il fait le budget au mois de mai, il envoie. Le ministre des Finances, au ministère des Finances, on fait des mauvais calculs, on rate des calculs, il manquait 100 000 francs. On l'a mis en prison. 2 jours après, quand il se rend compte que non, c'est lui le directeur de douane qui avait fait les bons calculs, Aïdo l'appelle au palais. Il lui demande des excuses, il demande pardon, et il le félicite, l'encourage. Il lui dit, monsieur Anatole Bongo, voilà. Vous vous rendez compte, pour 100 000 francs. Voilà. Mais aujourd'hui, 100 000 francs n'atteint même pas l'argent de beignet d'un enfant de vie. On évalue le détournement en milliards. Si tu n'as pas détourné 3-4 milliards, on vous prenne comme un salaud. Donc, vous voyez, oui, absolument, parce que le pauvre, vous détournez 500 000, on peut vous condamner à vie. Vous voyez donc comment les ministres de l'époque étaient très sobres. Très sobres. D'accord. Alors, Discret. Dominique Caudray. Moi, je remercie et je félicite tous les enquêteurs qu'on a sur Facebook parce que grâce à vous, vraiment, on a la possibilité d'être au parfum de certaines informations. Dévoilez tout. Peu importe que ce soit sortez toutes les preuves que vous avez. Oui. Maintenant, ça me rappelle l'histoire du fils de l'ex-ministre du Tourisme qui lui aussi avait brillé par une vidéo où il claquait l'argent avec les montres. C'était, je crois, Baba Amadou, un truc comme ça. C'était en 2017. On a vu également son fils. Le ministre du Tourisme n'a pas changé, c'est le même. Ah, c'est le même. C'était l'ancien, oui. Et on l'a vu également dans cette disposition, là, toujours exhibant. Oui, c'est l'heure souvent, comme disent les Camerounais. Mais pourquoi ici chez nous au Cameroun, quand il y a des situations comme ça, on n'inquiète personne, on ne se demande pas, il n'y a pas d'enquête, on attend que les gens se lèvent encore, fassent des groupes comme on a fait contre Néo pour dire que ok, c'est de l'argent de nos impôts, vous allez nous expliquer où est-ce que l'enfant de ce ministre a pris l'argent. Pourquoi j'ai l'impression que ces gens veulent pousser les gens au soulèvement? Pourtant, on n'a pas besoin de ça en ce moment. Et ils ont réussi. On n'a pas besoin de ça. Et ils ont réussi à imprimer dans le cerveau de Camerounais, quand il n'y a pas Camerounais, c'est moi aussi. Oui, ils ont réussi à nous imprimer, à nous scléroser, à nous frigorifier le cerveau en disant que c'est sa chance. C'est sa chance dans sa vie. Non. François Fillon était bien parti pour être élu président en France. Ouais. Une affaire de costume, costume, de veste qu'on porte là, acheté hors de prix, là complètement mis hors jeu. Voilà. Parce que là-bas, lorsqu'on me dit, mais ce monsieur, il a telle veste, mais vraiment, ça coûte tel montant, mais quand on regarde, ça suffit. Le gars a dit qu'on m'a seulement donné, on dit que non. Même donner, on ne veut pas qu'on te donne. Parce que quand on donne là, ça veut dire qu'on t'achète. Non, ça veut dire qu'on va t'acheter plus tard. Un gars viendra après, il dit que mon président,
La veste là. Quand tu étais dans les problèmes, alors j'étais offert une veste. Moi, j'ai un problème. Est-ce que tu peux rapidement signer? C'est comme ça que marche la République. Puisqu'on a fait la même chose à Sarkozy, quand il a élu un homme d'affaires, Bolloré lui offre un jet, mais il y a eu une clameur sociale en France. On a dit, mais attends, quel rapport entretiens-tu? Tu vas nous. Voilà. Effectivement, le prochain mandat n'a plus été élu. Voilà. Le fils de Nganou Djoumessi souffre un terrain à 45 millions. Quand un pont à Marois, c'est à Marois, je crois, c'est cassé, on vient de faire ça il y a à peine 6 ans. Le pont de Miso. Oui, c'est à Marois. On va en parler d'ailleurs dans cette émission. Rassurez-vous. On a un gros dossier dessus. Rassurez-vous. Alors, Karine, allez-y rapidement. Oui, prenons le dossier de la conférence Jean-Jacques Ekindi et le cardinal Christian Toumi qui n'a finalement pas eu lieu. Pour cause, indisponibilité de la salle des fêtes d'Aqua, site choisi et mentionné dans l'autorisation de manifestation obtenue par l'administration. Que s'est-il finalement passé? Pourquoi est-ce que cette conférence n'a pas eu lieu? Est-ce qu'on ne veut pas le dialogue au Cameroun? D'accord. Alors, sincèrement, vraiment, dans ce pays, il se passe quelque chose quand même de terrible. Au départ, ça m'a étonné. Ça m'a étonné de voir tout le ramdam médiatique, surtout des chaînes d'État du Cameroun, qui ont envoyé des reporters sur cette initiative de Christian Toumi et l'arabe Ekindi, qui ont fait un ramdam. Mais comment se fait-il que, avant ça, le même cardinal a annoncé quelque chose, il y a eu tout ce qu'il y a eu contre lui, le maire Ekema de Boya, à l'époque l'ex-ministre de la communication Issa Jiroma, et tout ce qu'il y avait eu comme vomissure sur ce pré-là, et que cette fois-ci, on lui déroule le tapis rouge aussi facilement. J'ai dit non, il y a forcément quelque chose qui ne tourne pas rond. Et hier, justement, j'ai compris ce qui ne tournait pas rond. Il y a eu cette entourloupe, cette loufoquerie, qui montre bien que non, on vous donne bien sûr le récépissé, mais derrière, on crée une situation. Parce que cette coïncidence, Bengan, c'est quand même un peu trop gros. C'est quand même un peu trop gros tout ça. De dire que la salle est disponible parce que la clé est introuvable, tout ça, franchement. Tout à fait. Et curieusement, on a retrouvé la clé. Il faut, au Cameroun, on considère Christian Toumi comme un opposant. On le disait encore ici, que le fait pour Thabo Mbeki de n'avoir pas réussi à avoir le chef de l'État au téléphone, précisément parce que dans les recommandations que lui faisait Nelson Mandela, il avait parlé de l'UPC en lui disant que voilà, vraiment, il faut aimer le Cameroun. Dans la tête de Mandela, c'est le Cameroun qu'il voit. Lui ne voit pas le parti. Mais dans la tête des dirigeants camerounais, voit plutôt les partis. Christian Toumi a été étiqueté comme opposant. Donc, on peut bien délivrer un récépissé à Jean-Jacques Ekindi, et ça il faut saluer au moins cette fois-ci, les autorités administratives l'ont fait, mais à côté, le délégué du gouvernement, puis parce que vous avez vu ce qui s'est passé entre Djoumessi et lui, on ferme les deux, la route qui va à Yassa, il commence les travaux, ça ne passe pas, là-bas la pénétrante est de l'autre côté, ça ne passe pas. C'est la même chose, comme ça que fonctionne l'administration. On dit l'autorité administrative vous délivre un récépissé de tenue de manifestation parce qu'on ne peut vous délivrer ça que si vous apportez la preuve que vous avez un endroit, puisqu'on c'est bien encadré. Il le dit, et quelquefois on vous dit non, de toutes les manières, on lui donne, mais on ferme la salle. Voilà. C'est ce qui a été fait de manière, parce qu'il y a l'ombre de Christian Toumi. Voilà. Malheureusement, c'est là, ça veut dire également que le pouvoir ne veut pas de dialogue. On parle rentrée scolaire et tout, ne veut pas de dialogue. Ok, terminons votre revue des réseaux sociaux, Karine. Terminons avec le pont sur le Miso dans la ville de Marois, à l'extrême nord, qui s'est effondré. Les riverains rappellent que le pont présentait déjà des fissures et des signes d'affaissement ces derniers jours sous l'effet des pluies diluviennes qui s'abattent dans la région ces derniers jours. Le drame s'est déroulé dans la nuit du 28 au 29 août aux environs de 23 h. Des signes précurseurs qui avaient été signalés aux autorités administratives bien avant. Alors, vous savez, généralement,
lorsqu'on voit des ponts s'effondrer ailleurs, c'est parce qu'il y a eu un tremblement de terre, il y a eu un cyclone, il y a eu quelque chose de... Mais au Cameroun, lorsqu'on dit que l'exécution des marchés publics pose un réel problème, on pense beaucoup qu'ils sont en train de vouloir salir, éterniser l'image du Cameroun. Regardez comment un pont se dégrade. Personne ne s'est levé un matin pour dire, voilà, il y a ci, il y a ça. Mais quand même, ça pose un réel problème. Le fer de 8. Bon, ben, dans le pont. Oui, ici, d'abord, il y a ce que vous dénoncez souvent avec raison ici, l'entretien. Est-ce qu'on ne voit pas, est-ce qu'il n'y a pas un délégué régional des travaux publics? Est-ce qu'il n'y a pas un délégué régional de... Que fait le gouverneur et le préfet avec quel fer? Le fer de 8. Absolument. Le fer de 8. Le fer de 8, celui que nous utilisons pour construire nos maisons. Oui. C'est avec ça qu'on fait un... Même l'érosion en bas, d'abord de tout, il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de pont. Donc c'est des genres de choses où lorsque le délégué régional constate des choses, il va appeler le gouverneur à demander la non-utilisation. Donc on met les bandes, on interdit l'usage de ce pont, d'un tel ouvrage. On interdit d'abord l'ouvrage, quitte à trouver des Comment on a réussi passerelles. d'abord à construire un pont comme ça? C'est quand quelqu'un vous dit qu'un sac de ciment coûte 16 500, lorsque vous pouvez l'acheter en même particulier à 4 000. 4500, vous allez faire comment? C'est justement ça qui montre que ce système sécrète la corruption. D'accord. En tout cas, heureusement qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. On aurait été encore plus affligé que cela. Merci Karine pour cette revue des réseaux sociaux. Nous basculons au plateau B avec Constilamine qui va nous faire une vente ce matin avec le magasin 1000 et un tapis. Bonjour Consti. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les clients du concept Salaka. On clôture la semaine en beauté pour annoncer déjà la rentrée scolaire prochaine avec les magasins 1001 tapis en plein cœur de Douala, en face le Palais d'Ika. C'est là-bas que vous avez la possibilité d'avoir des ordinateurs à partir de 40 000, des laptops, des régulateurs de tension, des robots mixeurs, tout ce qu'il y a pour embellir la maison, c'est bien sûr du côté du magasin 1001 tapis. Et ce matin, je m'adresse à tous les responsables d'établissement, je m'adresse à tous les parents, je m'adresse à tous les élèves, je m'adresse à tous les étudiants. C'est l'occasion plus que jamais de venir au magasin 1001 tapis parce que là-bas, vous avez des laptops à partir de 45 000, des ordinateurs complets à 40 000 francs et bien entendu des fers à vapeur à partir de 7 500 francs. Pour les étudiants qui vont vivre seuls, vous avez des robots mixeurs à partir de 11 000. Nous sommes situés en plein cœur d'Aqua, en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz, et nous vous offrons une double réduction jusqu'au 21 septembre 2019. Oui, retenez bien le rendez-vous commercial du 19 août au 21 septembre 2019, double réduction au magasin 1001 tapis. Ceux qui n'ont pas encore de l'argent, pouvez appeler et faire des avances, faire des réservations, passer vos commandes en appelant tout simplement le concept Salaka. Nous allons tout de suite ouvrir la vente de ce matin avec des tapis de prière. Vous les avez à 1000 francs. Un tapis de prière neuf qui coûtait avant 4000, mais vous l'avez aujourd'hui du côté du magasin 1001 tapis à Colo, comme on dit souvent au quartier. À côté bien sûr de ce tapis de prière, vous avez des magnifiques robots mixeurs de balles. Ces robots mixeurs là sont solides, ça permet d'écraser les condiments secs, d'écraser les condiments frais. Vous les avez donc à 11 000 francs, des magnifiques robots mixeurs de balles. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, je rappelle en plein cœur d'Aqua. On est également toujours dans la vente de ce matin des fers à vapeur neufs. Des fers à vapeur Nyanga, vous les avez à 7 500 francs. C'est un fer à vapeur avec garantie. Vous l'avez à 7 500 francs au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. Et je rappelle que les stocks sont en train de s'épuiser. N'attendez pas la fin de la promotion. N'attendez pas les derniers jours pour passer vos commandes. Les étudiants, les tenancières des restaurants, à la maison, voilà un appareil de musique qui devrait vous intéresser. Un woofer, vous l'avez à 15 000 francs avec un son laser, un son numérique. Il est neuf dans le carton avec garantie. Vous l'avez à 15 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. Alors tout de suite, nous nous adressons aux étudiants, les élèves, les chefs d'établissement, les laptops à 45 000. Il n'en reste plus que quelques pièces de ces laptops
laptop. Donc ceux qui ont besoin d'un laptop à 45 000 francs, c'est l'occasion plus que jamais de passer votre commande dès à présent ou alors de venir au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika et acheter un laptop à 45 000. Ça, le Wi-Fi, lecteur DVD, bien entendu 1 giga de RAM. Vous avez plusieurs marques au choix. Vous l'avez à 45 000. Les bouilloires en inox, les bouilloires neuves pour bouillir de l'eau, vous les avez à 6 500 francs. Des bouilloires dans le carton avec garantie du côté du Palais d'Ika au magasin 1001 tapis. On a également un ordinateur complet. Ceux qui veulent équiper leur salle informatique, ceux qui veulent équiper la maison en ordinateur, c'est l'occasion plus que jamais de venir au magasin 1001 tapis et d'acheter un ordinateur complet à 40 000 francs. Il dit bien 40 000, oui, avec un écran plat 17 pouces. Corps de Dieu, lecteur DVD, oui, clavier souris, vous l'avez à 40 000 francs. Et ceux qui ont besoin uniquement des unités centrales, ceux qui ont besoin des écrans plats, venez également à 1001 tapis. Vous avez la possibilité d'acheter les accessoires informatiques chez nous. Robot mixeur Debol, un robot mixeur qui a bien sûr, c'est-à-dire deux grands bols avec bien entendu un passoire. Vous l'avez donc à 17 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. Le robot de 11 000 est bien. Celui de 17 000 est également bien, mais la différence c'est qu'il est plus grand que celui de 11 000. Imprimante neuve dans le carton, vous l'avez à 33 000. Oui, une imprimante neuve à 33 000 francs. Laptop Core i5 de marque HP, au lieu de 125 000, vous l'avez à 115 000 francs. Chacun devrait l'avoir. 4 gigas de RAM, 250 gigas de disque dur. Les rallonges, longues rallonges d'origine, vous les avez à 4 000 francs au magasin 1001 tapis. Sécurisez vos appareils. Connectez vos appareils avec des rallonges à 4 000. Régulateur de tension numérique à partir de 14 500 francs. Je rappelle que c'est la double réduction en ce moment à 1001 tapis. Les couvre-bouteilles, pour ceux qui veulent sécuriser leur vent, vous avez des couvre-bouteilles à 1500 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. N'oubliez pas, les ordinateurs complets sont de retour à 40 000 francs. Vous avez droit à un ordinateur complet au magasin 1001 tapis. Également, les lustres à partir de 25 000, ça se passe à 1001 tapis et nulle part ailleurs. Nous allons conclure la vente avec un grand fer à vapeur pour dire tout simplement, ne demandez plus virgule, les fers à vapeur virgule, aux voisins, point virgule, parce qu'ils vont vous insulter, venez là, just no, en face du Palais d'Ika et achetez tous ces articles-là à des prix vraiment dérisoires. N'achetez plus n'importe où, venez chez nous, laptop à 45 000, ordinateur complet 40 000 francs, robot mixeur à 11 000, régulateur de tension, bouloir, rallonge, ça se passe chez nous. Pas la peine d'ajouter, on vous a compris, 5 sur 5. On va tout de suite, madame, monsieur, prendre interpellation de ce vendredi 30 août 2019. For me, for the development and the progress of Cameroon, it is only to give all things into the hands of the Lord, because the Lord is somebody that knows everything. He knows the beginning, he knows the end from the beginning. It therefore means if all we as Cameroonians can consecrate our love and pray for our country, surely we are going to have a change, because the God is the God of all possibility. There's nothing impossible before him. That's my own idea. Je sais pourquoi j'ai souri quand cette interpellation passait. Sûrement parce que, comme c'est vous, Bégan, qui allez faire le commentaire et que je connais à peu près déjà la réponse, du coup, voilà, allez-y, Bégan. Je dirais simplement que non. Tout le monde veut un Cameroun uni. Nous ne voulons pas de sécession. Ce que nous recherchons, c'est les voies et moyens justement pour que les tueries cessent, pour qu'il n'y ait plus mort d'hommes. Et nous disons simplement que le chef de l'État, que tout le monde a les yeux rivés, devrait maintenant, ne doit plus laisser le temps passer. Il doit prendre tout, faire tout pour mettre le Cameroun en mouvement, pour aboutir à une solution pacifique. Mais nous devons prier, non?
Non. Que le chef de l'État... L'Assemblée générale des anges et des saints du ciel ne décrétera pas, ne va pas prendre des résolutions pour dire que le Cameroun, à partir du 20 septembre, sera en paix. Non, c'est nous, c'est le chef de l'État qui doit diligenter ça. Jésus et Mahomet ne vont pas se rencontrer là-bas. Alors, je ne suis pas sûr. Hein. Moi, bon, voilà, voilà. On va tout de suite retrouver Consilamine pour... Toujours au concept Salaka, nous restons toujours au magasin Mille un Tapis, mais pour parler cette fois-ci de Red Copper. Le spot a tout dit, hein. Alors je donnerai tout simplement le prix de cette magnifique poêle que je vous présente en direct, hein. Pourquoi on ne dise pas que c'est la photocopie? Non, c'est la même poêle que vous avez tout à l'heure à la télévision. Oui, c'est la même poêle que vous avez normalement au prix de promotion à 14 000 francs. Mais comme on parle de double réduction, ceux qui ont besoin de cette poêle vont débourser la somme de 13 000 jusqu'au 21 septembre 2019. Alors, juste après la poêle Red Copper, voici les gants de cuisine qu'on peut d'ailleurs apercevoir en image à l'écran. Ces gants de cuisine vous permettent de retirer les aliments en pleine cuisson. Permettez-moi de vous de regarder ceci, s'il vous plaît, chers téléspectateurs. Pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de mettre ces gants. Et oui, Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gants est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner. Alors bien entendu, vous allez aimer cuisiner avec Super Gants. Voici Super Gants. Voilà comment ça se porte, ces gants de cuisine. Alors vous trempez la main dans la marmite avec Super Gants. Plus besoin de se brûler. Le prix de ces gants est de 5 000. Mais comme nous sommes dans le cadre de la double réduction, vous les aurez à 4 000 francs. Et ceux qui ont besoin de l'ensemble, notamment la poêle Red Copper et la paire de gants, au lieu de 19 000 francs, vous allez débourser la somme de 16 500 francs. Mais à l'occasion de la double réduction, vous aurez les deux articles à 16 000 francs. Alors, parlons des modalités de livraison. Comment acheter au concept Salaka quand on est hors de la ville de Douala? Il vous suffit tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone et de passer votre commande. Nous sommes représentés à Yaoundé et dans certaines villes du Cameroun. Merci. Commandez dès à présent et achetez au concept Salaka. Merci Consilamine. On a eu le temps de lire les numéros. En tout cas, merci à tout le monde, mesdames et messieurs. C'est ici que s'achève cette édition de votre émission 10-12 Le Zénith. Que Dieu bénisse le Cameroun et ses justices.